Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je tenais absolument à vous remercier chacun et chacune pour vos nombreux messages. Alors, j'ai été très malade. Je ne vais pas vous cacher que je le suis encore. Mais moi, alhamdoulilah, Dieu merci. Je me remets tout doucement. Mais bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas eu une grosse crise comme ça, j'avais oublié en fait l'effet que ça faisait. Et j'ai été saïd, c'est-à-dire en gros, je me suis fait duper quoi. Tu sais, c'est venu d'un seul coup. Mais bon, j'ai fini à l'hôpital. Mais alhamdoulilah, ça va. Mais bon, alhamdoulilah, comme aujourd'hui ça va et hier j'ai vu ça va, ça allait, je me suis dit je vais faire une vidéo. Comme ça, au moins, je vais changer un peu les idées. Donc, en tout cas, j'espère que vous, ça va. Donc, je vous ai trouvé une storytime sorcellerie suite au vote. Vous vous rappelez, vous avez voté. Et que ce soit sur Instagram, sur Snap et sur l'onglet communauté sur YouTube, vous avez été nombreux et nombreuses à voter pour une storytime sorcellerie. Vous allez être choqués car celle-ci, on va dire, elle va se jouer sur des années quoi, avant qu'on sache le fin mot de celle-ci. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Encore une fois, merci de tous vos nombreux messages à chacun et chacune d'entre vous. Je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, de vous préparer un bon petit snack, de bien vous caler. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, je vous invite à éteindre vos lumières et à mettre vos écouteurs afin d'être plongé dans cette histoire. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime sorcellerie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, fi Dawlat al-Koweït, au Koweït, pour une histoire de sorcellerie qui, croyez-moi, va rester pas mal de temps dans votre esprit. Donc celle qui nous raconte cette histoire, c'est une jeune femme aujourd'hui qui est âgée de 24 ans. Mais lorsque cette histoire a commencé avec sa famille, dites-vous que celle-ci a commencé bien avant sa naissance. Donc vous voyez de combien d'années on va remonter. Donc Noura, c'est pas l'aînée de sa famille, elle a un grand frère qui s'appelle Mohamed et qui est âgé de 26 ans et elle a derrière elle un petit frère qui s'appelle Hassan et qui est lui âgé de 22 ans. Donc Noura nous présente aussi ses parents, elle nous dit que sa mère, elle est professeure des écoles. Quant à son père, il est un grand chirurgien cardiaque. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, cette histoire, elle commence il y a des années de ça. Et elle commence avec deux principaux personnages qui seront le père de Noura ainsi que le grand-père de Noura, c'est-à-dire le père de son père. Le grand-père, il a eu du mal, il faut que vous sachiez, avec son épouse, à avoir le père de Noura. C'était vraiment une lutte et tout ça, mais alhamdoulilah, Dieu leur a accordé la patience et cette patience, elle a été payée par la naissance, voilà, comme ça, d'un coup d'un seul, du père de Noura. Donc, ils ont eu qu'un seul enfant. Il était fils unique. Et donc, le grand-père, il avait déjà pas mal de moyens et il était tellement content qu'il a voulu faire un cadeau à sa femme et ce cadeau qui va lui offrir une énorme maison dans un quartier qui s'appelle Ad-Da'iliyah. Le grand-père, quand il fait cette acquisition, il est super content. Quand il va offrir les clés à la femme et qu'elle va découvrir la maison, elle est super heureuse, elle n'y croit pas. Elle dira même au grand-père que c'était énorme pour eux. Mais lui, il dit que voilà, la taille là, ça représentait le bonheur qu'il avait d'avoir eu un enfant. Donc, ils vont être que 3.
personnes à vivre dans cette énorme maison. Donc dans un premier temps, tout se passe bien, c'est vraiment d'amour et d'eau fraîche. Le petit est grandi de jour en jour et le quotidien, et là, alhamdoulilah, tout se passe bien. On va dire c'était ce qui devait initialement concrétiser la boucle du bonheur de cette petite famille. Donc d'année en année, le petit, qui est le père, je vous le rappelle, de Nora, celle qui nous raconte l'histoire aujourd'hui, eh bien, il grandit. Et donc, il commence à rentrer à l'école. Et à l'école, très vite, on va se rendre compte que l'enfant est surdoué. Là. Il a vraiment des capacités de compréhension qui vont faire qu'il va sauter plusieurs fois de classe. Et que vraiment, machallah, il a un cerveau, quoi. Il a un beau cerveau. Donc là, il va arriver au lycée et on arrive en fin d'année au moment des examens, et dites-vous que le père de Nora va être le premier dans tout le Koweït à ramener la meilleure note, genre l'excellence quoi, au plus haut degré. Alors si bien que le ministère de l'Éducation nationale et tout vont venir proposer au père de Nora une défa, c'est-à-dire il a l'opportunité de choisir entre plusieurs grandes universités à l'étranger, entre les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Norvège et tout. Il choisira lui-même l'endroit où il veut y aller, et tout ça là, tous les frais de ses études seront pris en charge par le Koweït. Donc là, le père, c'est-à-dire le grand-père de Nora, il était super fier de son fils. Le fils, il était aussi super fier de voir que ses parents ils sont heureux et fiers de lui. Donc là, vraiment, tout se passe bien encore jusque-là. Donc le choix du père de Nora s'est porté sur une grande université aux États-Unis, et quand il a envoyé son dossier, ils l'ont directement accepté, parce que au vu de ses notes, de comment il était et tout, l'école américaine, là, l'université le voulait. Donc directement, il est parti. Du Koweït, le grand-père quand même, c'est lui qui gérait aussi financièrement son fils. Tout se passait bien. Et le père de Nora nous dit qu'il revenait 1 à 2 fois par mois durant le courant de l'année au Koweït pour rester un peu avec ses parents. Et une fois que sa période de vacances finissait, il retournait pour finir ses études. Et quand il était aux États-Unis, ses études se passaient bien et il était toujours premier de sa classe, on va dire. Donc Nora, elle nous dit que son père, il est resté quand même pas mal d'années aux États-Unis, parce que le domaine, la spécialité qu'il avait choisi médicale dans ses études, c'était la cardiologie, et donc c'était quelque chose qui était très long, et donc il n'a pas lâché l'affaire, il s'est pas découragé, il est resté à tenir des années jusqu'au bout, jusqu'à obtenir son diplôme. Et une fois, alhamdoulilah, qu'il l'a eu, il avait le choix entre soit rester aux États-Unis et il lui proposait en gros de travailler dans les meilleurs hôpitaux du pays, ou soit il prend son diplôme et il retourne avec au Koweït. Et lui, il a pris son diplôme et il est retourné avec au Koweït parce qu'il voulait être auprès de sa famille. Donc quand le père de Nora il est de retour au Koweït, et il faut que je vous dise que ses parents n'ont pas du tout mis la pression, genre en gros non, tu rentres et tout, ils lui ont dit c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Lui, il a voulu vraiment rentrer et être auprès de son père et de sa mère. Donc quand ils l'ont vu revenir avec Shahada, c'est-à-dire avec le diplôme, ils étaient super fiers, émus, ils ont fait un bel accueil. Et là, pendant quelques temps, quand même, il a galéré un peu à trouver un hôpital qui allait lui donner sa chance, et il a fini par, alhamdoulilah, elle nous dit Nora, travailler dans un hôpital qui est quand même un peu de renom. Et directement, il a fait ses preuves et directement, ils ont été sous le charme. Il a commencé à travailler. Donc là, il commençait à être stable, on va dire, dans sa vie. Et donc, c'est bon, il a étudié. Maintenant, il a un travail. Donc, qui dit qu'il a un travail, il a un salaire. Donc, il a un salaire. Maintenant, il y a une idée qui est en train d'immerger dans sa tête, c'est il faudrait quand même que je me pose et que je fonde un foyer. Là, j'ai tout pour demain avoir ma petite madame et au bout de quelques temps avoir mes enfants. Donc comme le père de Nora, elle nous dit, il est quelqu'un qui est timide, il va jamais pouvoir de lui-même, genre même s'il voit une fille qui lui plaît dans la rue, l'arrêter, lui demander son numéro de téléphone, son adresse, etc. Donc là,
C'est comme la plupart à chaque fois des histoires que je vous raconte. Dans ces pays-là, ça se passe comment? C'est soit tu as une grande sœur, tu vois, tu lui dis, ouais, si tu as une copine à toi, qui peut être bien pour moi, est-ce que tu peux me présenter? Ou soit tu confies ça aux anciennes, elles ont l'habitude, elles kiffent ça, tu vois, c'est leur domaine. Donc, il va tout naturellement aller parler à sa mère, donc à la grand-mère de Nora. Il va lui dire, voilà, j'ai bien réfléchi, alhamdoulilah, maintenant je suis bien établie, je suis un bon parti et j'ai vraiment aujourd'hui envie de me marier pour essayer d'avoir mes enfants encore en étant jeune ou dès que je suis comme ça qu'ils vont grandir avec moi. Donc moi, de moi-même, je sais pas c'est quoi la marche à suivre et je suis trop timide pour ça. Donc Yema, est-ce qu'elle les fait? Genre en gros, maman, gère ça pour moi s'il te plaît. Donc la mère, elle était contente, elle a zagret, elle a fait yo, mon fils il veut se marier, kber oulé, déjà en gros ça, mon fils il a grandi, hein, c'est devenu un homme et tout. T'inquiète pas, mon fils c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et voilà. Donc là, la grand-mère de Nora, elle a commencé un peu à appeler ses contacts et tout. Et un jour, il y a une dame qui va l'appeler, qui va lui dire, ok, vas-y, t'inquiète. Mais quand elle est en train de parler de ce sujet-là, au téléphone avec la dame, elle n'est pas toute seule. Il y a une de ses sœurs à elle, une sœur à la grand-mère. Et il faut que vous sachiez que la sœur à la grand-mère, genre en gros, elle a posé ses yeux, cette tante-là, depuis pas mal de temps, et bien sur son neveu. Pour qui? Pour une de ses filles. Donc quand la grand-mère elle raccroche, la tante elle va lui dire, mais attends, toi là t'es là, tu cherches toutes les filles du Koweït, là tu demandes des renseignements et tout. Et moi je suis ta sœur. Et tu sais que ta sœur elle a des filles. Genre en gros, et toi tu fais tout le tour du Koweït pour une fille, alors que voilà, je suis là ma sœur. Donc en vérité, tu vois, la mère de la grand-mère de Nora, quand sa sœur elle lui a dit ça, elle était un peu mal à l'aise. Mais elle-même, elle a dit, mais c'est vrai, genre en gros, les filles de ma sœur, c'est mieux que le gharib, qu'une étrangère. Au moins, elle est de nous et tout. Donc, elle avait pris dans un premier temps cette idée pour une superbe idée. Mais il faut que vous sachiez que la tante, elle en gros, pourquoi elle voulait son neveu? C'est pas pour, comme la grand-mère, elle de Nora, elle l'a compris, en mode, c'est pour que les liens de la famille soient encore plus soudés et tout. Non. C'est parce qu'elle voyait que c'était un bon parti. Jeune homme, beau gosse, bien établi, cardiologue, un cardiologue de renom, bon salaire. Cette grande maison-là aussi, c'est lui qui allait l'hériter. C'était que du calcul. Ce qui s'est passé, en fait, c'est pas que la grand-mère, elle est partie dire à son fils, dans sa chambre, tatati tatata. Elle lui a dit, la grand-mère, puisqu'elle pensait que ça allait être mia sûr, 100% sûr que son fils va dire, oui, vas-y, ma cousine, c'est mieux qu'une étrangère. Elle lui a dit, va, habille-toi, prépare-toi, et viens, on va aller voir une arous, une mariée. Donc le père de Nora nous dit c'était préparé, c'était mis en bombe. Et là, la mère, elle guidait son fils. Et puis en fait, lui il conduit, puis il commence à reconnaître Betralte, que c'est l'adresse de la maison de sa tante. Il dit non, Yema, je peux pas maman. C'est comme ma sœur. Et qu'il avait redémarré. Sauf que la grand-mère de Nora était tellement sûre que son fils, il allait être content, qu'elle avait prévenu déjà sa sœur qui avait dit à sa fille d'aller au coiffeur, de se zéyin, de se faire belle, parce que ce soir c'était son soir, c'était son grand soir, c'était le jour J, elle allait se marier. Donc là, quand il y a eu cette action, c'est là que les problèmes vont démarrer dans cette famille. Donc ce soir-là, où le fiançailles devait être déclaré, il n'y a pas eu. Donc la grand-mère, quand elle est rentrée chez elle, elle était honteuse. Honteuse par rapport à qui? Bien par rapport à sa sœur, qu'elle lui avait créé de faux espoirs. Donc là, la tante, elle va appeler sa sœur en lui disant, on vous a vu vous arrêter Jeddah El Beit, genre en gros, devant la maison, et vous êtes reparti. Acha Sarkher, genre en gros, j'espère qu'il n'y a rien eu de grave. Donc là, la mère, elle était menharja, genre en gros, elle était honteuse. Elle savait pas comment elle allait dire à sa sœur, en fait, mon fils, il veut pas de ta fille. C'est facile à dire. Mais elle avait toujours eu une bonne relation avec sa sœur.
Et la grand-mère, on va dire, un peu, elle a fauté. Fauté de ne pas avoir dit avant le départ de la maison à son fils qu'on va aller chez ta cousine. Comme ça, de là, il aurait dit non, elle les aurait prévenus sans qu'il y ait tout ça. Donc là, bah, la grand-mère, elle n'avait pas nul autre choix. C'est mieux de ne pas tourner autour du pot. Elle avait déjà fait un peu de dégâts et de dire directement ce qu'il avait à dire. Donc elle lui a dit, ma soeur, je suis désolée. Quand il a su que c'était Benetcom, genre en gros que c'était ta fille, il a dit non, qu'il l'a considérée comme sa sœur et qu'il ne pouvait pas se marier avec une des cousines, avec quelqu'un de la famille. Et il n'a pas voulu rentrer, mais lui, on ne veut pas. C'est de ma faute. Parce que moi, je l'ai pas, genre en gros, je l'ai pas préparé, je lui ai pas dit, je lui ai pas demandé son avis tellement que j'étais sûre. Mais j'espère que entre toi et moi, ma sœur, genre en mode il y aura pas de problème et tout, parce que quoi, genre en gros parce que je t'aime trop et je veux pas que ce problème qui a eu lieu genre nous sépare. Mais malheureusement, ça va les séparer parce que ça va créer des problèmes entre la famille. Et la tante, elle va avoir une haine énorme envers, dites-vous, la grand-mère, qui au départ a juste voulu faire un khair, mais voilà. Et elle va avoir une autre grande haine, pire qu'elle avait sur sa propre sœur, et bien envers son fils, envers le père de Nora. Donc là, c'était difficile. Il n'y avait plus de réunion de famille. Quand ils se croisaient, ça s'insultait. Bon, c'était plus la tante qui les insultait eux que eux insultaient la tante. Bref, ça a quand même créé la discorde. Mais la grand-mère de Nora n'était pas une femme qui aimait qui aimait les problèmes, les embrouilles. Et donc, en fait, malgré que sa sœur, elle était trop méchante avec elle et qu'elle parlait partout d'elle et qu'elle essayait de les descendre auprès de tout le monde, bah, tout le monde savait que la tante, elle a toujours été problématique et que, au contraire, la grand-mère de Nora, c'était une femme qui n'aimait pas les problèmes. Donc la grand-mère de Nora, elle a décidé genre comme de mettre des œillères, de mettre des bouchons d'oreilles et de continuer sa life. Et puis elle lui faisait des invocations du mode Allah yahdiha, genre que Dieu apaise son cœur quoi. Mais moi il faut que je continue ma vie. Et elle a repris les recherches pour son fils et elle va tomber sur une fille qui est belle, qui est instruite, qui est une maîtresse, qui a toutes les mots à sa face, genre en gros qui remplissait tout ce que le garçon cherchait en une fille et tout. Et donc, quand il va la présenter eh bien, à son fils tout de suite, il va avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour cette jeune femme et la jeune femme vice versa envers eh bien, le père de Nora et il va s'affairer, vous l'avez compris, bah, que c'est la mère de Nora. Donc là, le père et la mère de Nora, bah, quand ils se sont vus, ils ont directement su bah, qu'ils se voulaient quoi. Juste mener le rion, juste par les yeux. Donc ils ont commencé directement avec la famille de la mère de Nora et tout ça à parler du mariage. Donc ils ont préparé un mariage de folie. Le grand-père, comme il avait un fils unique qui est le père de Nora, il voulait vraiment faire un mariage qui allait rester dans les mémoires de chacun et chacune. Et c'est ce qu'il a fait. Un superbe mariage, tout était bien et la mère, donc la grand-mère de Nora, elle avait invité toute la famille, hein. Hormis les amis, les connaissances et tout ça, elle a invité toute la famille. Jusqu'à elle a fait envoyer une carte d'invitation malgré toutes les méchancetés et tout que la tante elle avait fait pour elle et ses filles, son mari et tout ça. Et quand elle l'envoie, elle dit en vérité, elle est mitigée. Est-ce qu'elle va venir, elle va pas venir? Mohim, genre en mode l'ib, elle l'a pas fait. Genre de dire non, c'est bon, j'invite pas.
Non, elle a dit, je l'invite. Et si elle veut venir, à ce moment-là, elle viendra. Et si elle veut pas, bah, après, moi, je peux rien faire de plus. Et donc, la grand-mère, le jour du mariage, elle est à côté de la porte où elle fait istiqbal, el ma'azim, genre en gros, où elle accueille les invités une à une. Et là, elle va voir eh bien, sa sœur arriver avec ses filles, très belles et tout. Et sa sœur qui va lui tomber dans les bras et lui dire pardon pour tout le mal que je t'ai fait. On est des sœurs et franchement, c'est pas un petit sujet comme ça insignifiant qui doit nous séparer. En gros, les frères et sœurs, on se verra ici que sur la vie terrestre. Donc voilà, on va pas se séparer, tatati tata. Et la mère, la grand-mère de Nora, elle a pleuré puisque sa sœur lui manquait, quoi. Elle avait l'habitude, tous les jours, elle était chez elle et du jour au lendemain, à cause de ce souci-là, eh bien, leur relation s'est coupée en plus de manière brutale. La grand-mère, elle était contente parce que elle retrouvait enfin sa sœur. Mais malheureusement, le retour de la sœur de la grand-mère dans leur vie aura un prix qui malheureusement, ils vont le payer toute leur vie. Donc, après le mariage, mes cappuccinos, cappuccinettes, quelques temps après, ils vont commencer dans cette famille à avoir des problèmes. Et les problèmes ne vont pas être entre le père de Nora et son épouse, des petites disputes et tout ça, mais vont être entre le grand-père et le père de Nora. Alors que je vous rappelle que les deux meurent d'amour l'un pour l'autre. Et là, il va y avoir vraiment des gros problèmes entre les deux. Hormis maintenant les disputes qui vont devenir plus fréquentes et plus violentes entre le père et le fils, le grand-père commence à avoir des ressentis vis-à-vis de leur maison. Vis-à-vis de chez lui, là, le grand-père n'est plus à l'aise. Le grand-père, il dit que il voit des choses passer devant ses yeux. Il voit des choses se déplacer devant sa maison. Il entend des choses dans sa maison. Et il rêve de choses très claires et nettes dans son sommeil concernant la maison. Donc le grand-père miskin, la grand-mère, la mère de Nora, le père de Nora, même el-amla, c'est-à-dire l'aide ménagère, ils comprennent pas. Parce que eux, tout ce que lui, il dit, il n'y a que lui qui entend et voit ça. Les autres, ben, ils restent dubitatifs. Donc, comme le grand-père, le pauvre, il voyait que personne ne voulait lui accorder du temps ou ne le croyait, il a commencé, le pauvre, eh bien, à vouloir se défendre et surtout défendre sa famille et son foyer. Donc, la seule arme qu'il avait contre les choses qu'il disait, qu'il ressentait, qu'il voyait, qu'il entendait, c'était le Coran. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avec le Coran? Il allumait Surat Baqara, la sourate la vache, au maximum dans toute la maison. Mais vraiment au maximum de la chaîne IFI ou de la télévision. Et il laissait ça tourner H24. Il y avait que ça qui l'apaisait et il disait c'était des moments où il n'y avait plus les ressentis qu'il avait. Mais un soir, il va être mal. Et donc, ce qui le sauvait, c'était de mettre Baqara, la sourate de la vache. Il va se lever, il va la mettre à fond parce qu'il a fait un horrible cauchemar. Nora, elle nous dit, elle ne peut pas nous donner une information claire de cette nuit-là précisément. Ce que son grand-père il a vécu ou ressenti ou qu'est-ce qu'il avait vu et tout. Mais pour agir comme il va agir, lui, il mettait le Coran que la journée, pas la nuit. C'était rare, quand il le mettait la nuit, en tout cas, il le mettait doucement. Là, il va le mettre trop fort, il va se lever en transpiration et tout. Ce qui fait que dans l'autre chambre, ça va réveiller qui? Ça va réveiller le père. Et le père, ça faisait 2 ou 3 jours qu'il était en munawaba, c'est-à-dire qu'il était de garde. Donc là, il voulait que quoi? Que dormir. Donc là, ça va le déranger, on va dire, que le grand-père ait allumé le Coran. Et il va lui faire savoir. Genre en gros, diminue, je suis fatigué. Le travail, ça m'a tué. Et même quand tu rentres à la maison, tu peux pas te reposer. Donc le grand-père, il avait répondu à son fils
je peux pas. Si je le fais, ils vont s'en prendre à nous. Il faut laisser ça tourner. Il faut laisser le Coran tourner. Si je le fais, c'est pour nous défendre. C'est pour nous défendre. Et il lui dit, si je le fais pas, la shaitana, bismillahirrahmanirrahim, la démone qui est dans la maison, elle va s'en prendre à nous tous un par un. Elle est là, elle rigole et elle dit qu'elle partira pas tant qu'elle nous aura pas pris avec elle. Donc là, Nora nous dit, le père, il avait regardé son père en mode, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais Nora, elle nous dit que son père, il n'avait pas cru son grand-père, mais pire encore, il avait même rigolé de la situation en lui disant, genre en gros, toi t'es un homme maintenant d'un certain âge et tu dois pas croire à ces khouzabilat, c'est-à-dire tu dois croire pas à ces histoires-là féeriques qui n'existent même pas, qui sont juste de l'imaginaire que vous nous racontiez pour nous faire peur quand on était enfant. Et bah genre en gros, hey, réveille-toi le papy, réveille-toi. Et donc le grand-père, bah il va pas accepter que son fils il se moque et puis il lui parle mal, comme si genre en gros il y avait plus cette frontière genre en gros de respect d'un fils qui doit avoir envers son père quoi. Donc le grand-père il l'a pris mal, ça lui a fait mal au cœur et donc ça va créer une énième dispute qui va réveiller cette fois-ci la grand-mère et la belle-fille et cette dispute va partir tellement loin ce soir-là, bien que le père de Nora dès le lendemain il va décider genre en gros de quitter la maison. Donc le cœur de la grand-mère et du grand-père, il s'est brisé. Quand ils ont vu le père de Nora qui prenait ses valises et qui annonce qu'il quitte parce qu'il en a marre et qu'il veut plus en fait côtoyer son père et qu'il n'a plus rien à faire avec lui, qu'il ne supporte plus, tatati tatata. La mère de Nora a pleuré. Elle a essayé de convaincre son mari que c'est pas la solution, qu'il a toujours été un bon fils, qu'il doit pas laisser ses parents, qu'ils l'ont tant aimé, désiré surtout, qu'ils l'ont chéri, qu'ils l'ont offert tout ce qu'ils pouvaient lui offrir. Et là, il khalla alayhum. Genre en gros, et là maintenant, il va les abandonner. Mais il a dit à sa femme, soit tu me suis, toi, sinon toi aussi je te quitte. Donc la femme, bah miskina, la pauvre, elle a suivi son mari. Donc ils ont laissé le grand-père et la grand-mère en train de les supplier, en train de pleurer, mais le père, il a dit, il les a genre comme poussés, il a mis les valises dans la voiture et il est parti à Jar, c'est-à-dire il a loué un appartement et voilà. Donc Nora, elle nous dit que quelque temps après le départ de son père et de sa mère de la maison familiale du grand-père, quelque temps après, la grand-mère, elle va être malade. La grand-mère qui avait une santé de fer, elle va se retrouver meshuloula, c'est-à-dire paralysée. Elle ne bouge plus. Bref, elle est vraiment maintenant, elle est devenue dépendante, la pauvre. Elle parle même plus. Mais le grand-père, il était tellement amoureux de la grand-mère que le pauvre, pour lui, c'était pas possible. Parce que au Koweït, quand il l'a ramenée chez les médecins, il disait on sait pas qu'est-ce qu'elle a. Donc lui, il s'est dit au Koweït, peut-être qu'ils n'ont pas l'ilm comme il faut, le savoir bien poussé dans la médecine. Et donc, il a décidé de prendre son épouse. Il fait la première halte en Angleterre. Il s'arrête en Angleterre, il va chez les meilleurs spécialistes, ils font les examens à la mamie et en Angleterre, on lui dit, on ne sait pas ce qu'elle a, monsieur, on est désolé. Donc, il la prend de l'Angleterre, il va aux États-Unis. Quand il va aux États-Unis, la même chose, examen sur examen et tout ça. À la fin, c'est un mystère. On ne sait pas ce que votre épouse, elle a. Faransa, bref, il a laissé, wala daoula. Il a laissé aucun pays où il savait que la médecine, elle était bien. Donc là, il perdait espoir. Et de jour en jour, il voyait que la santé de sa femme, elle s'amenuise, elle devient faible, elle devient de plus en plus mal. Et il sent, on dirait que la mort, presque bientôt, elle va mourir, mais il veut même pas se mettre cette idée-là en tête. Donc là, la grand-mère Miskina va rester, elle dit Nora, un long moment, elle est restée malade jusqu'à que eux-mêmes, ils ont eu le temps de venir au monde et tout. Et va venir le jour où malheureusement, la grand-mère va décéder et on ne sait pas de quoi. Donc ça a rendu fou le grand-père. Parce que il y avait certains résultats,
pour pas que j'oublie de le dire, qui sortait, mais genre qui montrait que tout était bien. Donc ça, encore plus, ça rendait fou. Donc si c'est bien, pourquoi elle est comme ça, alors qu'elle n'était pas comme ça? Donc là, je vous ai dit, la grand-mère, Allah rahma, prend son âme, elle est morte. Et la grand-mère, mais Capucinette, en fait, elle est morte à l'étranger. Elle n'est même pas morte, la pauvre, au Koweït. Donc, il en avait avisé la famille et il était rentré avec son corps. Donc, après, ils avaient prié la pauvre sur elle et ils l'ont enterrée. Et le grand-père, il est retourné chez lui, désespéré, plus désespéré que jamais, plus triste que jamais. Et il est resté là-bas. Sauf que, elle nous dit que certes, son grand-père est retourné vivre chez lui, dans l'énorme maison. Mais il va vivre dans, on va dire, une pièce, comment je vais vous expliquer? On va dire, pour que ce soit facile, une maison dans le jardin. Il préfère être dans une maison qui est juste une chambre dans le jardin, comme ça, qu'être à l'intérieur de la grande maison. Il refusait. Tout le monde lui disait, mais pourquoi tu veux rester là? Rentre dans ta maison et tout ça, tu seras mieux. Il disait non, je rentre pas là-bas, je rentre plus là-bas, c'est fini. Surtout après la mort de la grand-mère là, le grand-père, il refusait catégoriquement. Donc il y avait certains qui se disaient, peut-être parce que quand il est là-bas, ça lui fait des dikrayat, ça lui fait des souvenirs, il se rappelle de son épouse. Mais bientôt on va savoir pourquoi il refusait tant de rentrer là-bas. Noura, elle nous dit que son grand-père, il les appelait très très souvent au téléphone et qui parlait à son fils et qui essayait de le convaincre de revenir à la maison, de revenir avec sa femme et leurs enfants. Comme ça, il se sentirait moins seul. Et la maison était grande et elle pouvait tous les accueillir. Mais Noura nous dit que son père, il a toujours refusé. Il disait à son père, jamais de la vie. Elle nous dit même que quand son père parlait avec le grand-père, il sentait des gains, c'est-à-dire il sentait une oppression et il avait qu'une envie, c'était de raccrocher. Il supportait même pas d'être avec son père au téléphone. Et Noura, elle dit que eux, ils le voyaient, ça faisait mal au cœur parce que ils voyaient pas autant qu'ils auraient aimé être avec leur grand-père, le voir et tout. Donc là, ce qui se passe, c'est que de temps à autre, et un peu en cachette, c'était la belle-fille, donc la mère de Noura, qui prenait ses enfants et qui allait, quand elle le pouvait, visiter le grand-père. Parce qu'elle, elle avait trop mal au cœur de le savoir tout seul. Et elle nous dit déjà, Noura fait plusieurs tentatives auprès de son mari on va aller avec ton père et tout dans la maison, nanana, mais il lui disait toujours non. Donc la grand-mère, elle prenait les enfants, la mère de Noura, elle prenait ses enfants et elle les emmenait auprès du grand-père, passer un petit moment avec lui, et puis voilà. Donc Noura, elle nous dit, elle a grandi, elle avait genre 18, 19 comme ça, et elle nous dit que voilà, elle avait son permis, elle était contente, elle était partie voir une cousine à elle était restée avec cette cousine-là ce jour-là jusqu'à 9h le soir. Et donc après, elle a quitté et elle dit, tiens, j'ai envie de voir mon grand-père et j'ai envie de lui montrer, j'ai eu mon permis, tata. Donc là, elle arrive chez le grand-père, mais elle nous dit, Noura, quand elle est arrivée chez son grand-père, elle l'a trouvé, il n'était pas dans son assiette et surtout, il n'avait pas un comportement normal. Il faisait que de regarder autour de lui et il lui disait de bien fermer le rideau, de ne pas le laisser ouvert. Et puis, il était agité. Et là, elle nous dit, Noura, il va commencer à lui dire, écoute, essaye s'il te plaît, ma petite fille, de convaincre ton père que vous veniez vivre avec moi. Ici, j'ai peur tout seul et être avec vous, je serai plus rassurée. J'en ai marre d'être tout seul. J'ai peur. Donc Noura, elle a trop mal au cœur. Et elle essaye de dire à son grand-père, mais de quoi il avait si peur. Mais Noura, elle nous dit que le grand-père, il voulait donner aucune information et répétait juste, j'ai peur et je veux pas être tout seul. Je vous veux avec moi, s'il te plaît. Et il lui dit, si jamais, imagine que je meurs et que vous décidiez de revenir à la maison, que ton père il se dit, maintenant il est plus là, je peux retourner, puisque comme c'est acheté,
c'est le seul héritier, bon, donc ça sera à lui. Le grand-père, il dit à Nora, le seul conseil, ma petite fille, que je vais te donner et que tu vas, Inch'Allah, me promettre que vous allez respecter à la lettre, c'est que vous faites tourner Surat Baqara H24 dans la maison, que vous ne vous éloignez pas des protections de vos adkar, que vous ne vous éloignez pas de la prière, et voilà. Promets-le-moi, ma petite fille, promets-le-moi. Et il lui dit surtout, il n'y a rien de plus fort que Dieu et sa puissance, et surtout de ne pas avoir peur que de lui, même si un jour on voit quelque chose, quelque chose qui peut nous faire peur, c'est Dieu qui l'a créé, et il ne faudra pas en avoir peur, il faudra genre la confronter. Mais Nora a dit, en fait la conversation, elle avait ni queue ni tête. Elle ne comprenait pas où son grand-père, ce jour-là, il voulait en venir. Mais Nora a dit maintenant, avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, qu'elle avait fini par comprendre le message caché que son grand-père était en train de lui donner ce soir-là. Donc Nora a dit à son grand-père qu'elle allait y aller. Elle l'embrasse et il se lève, son grand-père, et nous dit, et il lui dit ok, et puis il la pousse, il veut refermer vite. Donc elle part, elle monte dans sa voiture, elle a trop mal au cœur, elle sait pas son grand-père, il lui arrive quoi. Elle roule, elle dit sur tout le chemin jusqu'à leur maison, leur appartement, elle est dans ses pensées, et elle pense, et son cœur il est avec son grand-père. Pourquoi il est devenu comme ça? Mais qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre? Pourquoi il est dans la peur comme ça? Il faut vraiment que j'arrive à convaincre mon père qu'on doit retourner avec grand-père. Tatati, tatata, bref. Elle dit ce soir-là, ce détour n'était pas un détour comme ça. Si elle a été, c'est que Dieu, il y a emmené quoi. Bon, une semaine après ce tête-à-tête avec son grand-père, ce tête-à-tête mystérieux, pendant une semaine, Mohamed, son grand frère à Nora, Hassan, le petit frère de Nora, Nora elle-même et leur mère n'arrivent pas à joindre El-Jed, le grand-père. Le problème, c'est que chacun travaille et que là où le grand-père il est et là où eux ils sont, c'est éloigné. Donc, il retarde. Donc, demain, j'irai, Inch'Allah, ou toi, demain, tu iras. Mais vous savez, en gros, la vie fait que des fois, tu fais des programmes et tu tiens pas, quoi, forcément. Donc, je vous ai dit, durant une semaine, ils n'ont pas de nouvelles. Et c'est pas auprès du père de Nora qu'ils vont en avoir de la part de son père. Et elle dit, ce matin-là, ils sont en train de prendre le petit déjeuner, avant que le père il aille à l'hôpital à son travail, que la mère elle aille à l'école, que eux ils aillent en cours et tout, et le frère au travail. Et le téléphone du père, il va sonner. Il va décrocher. C'était le numéro de téléphone d'un ami de son père à lui. Il décroche, bonjour mon oncle. Et là, l'oncle, au téléphone, il éclate en sanglots et il lui annonce que mon fils, on n'avait plus de nouvelles de ton père. Et donc, on a décidé d'aller chez lui. Et quand on est rentré dans la grande maison, on l'a pas trouvé. Et on l'a trouvé dans le jardin, dans la petite pièce. Il avait transformé là-bas en chambre. Je sais pas si tu étais au courant. Mohim, hier où il est aidé, mon fils, on a trouvé ton père mort. Et donc là, eux, quand ils ont entendu, ils ont tous hurlé. De la mère aux enfants. Il continue l'oncle en disant, l'odeur elle était tellement forte et quand on a ouvert la pièce, c'était horrible. Et il était dans son lit, les yeux grands ouverts, il avait les mains genre comme ça, comme s'il essayait de se protéger de quelque chose. Mohim, ton père il est mort. Nora nous dit, elle s'est mise à pleurer. La mère, les deux garçons, ses frères. Le père, il faisait que, ok, merci pour l'info. Elle dit, Nora, aucune once de tristesse ou de sanglots, c'est comme son père, ils n'ont pas compris. Khada, il a pris l'information, mais Bourouda, genre comme une information normale. Bon, donc là, elle dit les funérailles ont eu lieu, les gens, c'est eux plus qui pleuraient que le père, lui il disait merci. Merci quand on lui disait Baraka Frasak, genre en gros toutes mes condoléances, merci, normal. Donc après les funérailles du grand-père, Nora nous dit que le père a fermé la maison et que celle-ci va rester fermée
sans qu'il n'y ait eu une seule fois, aucun d'eux, durant 1 an. Durant 1 an, le père, il n'a pas pris la décision genre de la mettre en location ou bien de la mettre en vente. Il l'a juste fermée. Et puis voilà, il a continué sa vie. Donc, Nora nous dit, durant 1 an, la mère, tous les jours, elle essaye de convaincre son mari. C'est bon. On sort de la location, du loyer qu'on doit donner tous les mois, et l'Ijar, et on va à la maison de tes parents, qu'ils ont acheté, je te rappelle, pour toi, tellement qu'ils étaient contents de ta venue au monde, quoi. Donc, la maison, elle est grande, elle peut nous accueillir, elle a des pièces et des pièces, et on a besoin d'espace où, voilà, nos enfants, ils vont se marier aussi à leur tour, et quand ils vont venir avec leurs femmes et leurs enfants, bref, tous les jours, elle essayait durant 1 an, et le père, il lui disait non, et refusait. Mais la mère de Nora, elle va pas lâcher l'affaire, elle disait c'était haram, que la maison, elle est enfermée comme ça, tout seul, en train de remel, c'est-à-dire de pourrir là et tout. Vas-y, on y va, on y va, on y va. Et puis le père, un jour, il va plus avoir la force de dire non. Il va dire à sa femme, bah vas-y, on y va. Tu vois. Et la mère, elle va être super contente. Et quand elle annonce la nouvelle à Nora, à Mohamed, à Hassan, eux aussi, ils sont super contents. Parce qu'ils vont gagner en espace, ils vont gagner en d'être dans un meilleur quartier, parce que c'est le quartier que des gens high, c'est-à-dire riches et tout, bref. Ils vont gagner, quoi. Donc, Nora nous dit, si on savait à ce moment-là que tout ce qu'on allait vivre, on n'aurait pas été aussi content. On n'aurait même pas voulu lâcher notre petit appartement. On aurait voulu rester que de vivre ce qu'on allait vivre dans la maison de mes grands-parents. Et elle dit, croyez-la, tout ce que elle vous a juste dit un peu avant, l'histoire, elle n'a même pas encore commencé. Parce que la véritable histoire, les frissons, la tension, le suspense, va commencer dès le premier soir où ils vont dormir chez les grands-parents. Donc quand ils sont arrivés avec leurs valises, avec leurs cartons, ils ont directement couru, un peu comme dans les chambres pour choisir les chambres, là, vous savez. Donc elle dit, Nora, mais il y avait tellement de chambres que, en fait, ils vont comprendre que c'était débile de courir. Donc là, directement, chacun a choisi sa chambre, chacun a choisi son espace, tout le monde était content, ça commence un peu à c'est-à-dire à accrocher les affaires dans le placard, à un peu s'installer, à un peu créer son petit cocon. Elle dit, tout le monde est content, tout le monde est ravi, tout le monde prend ses marques, tout le monde est en train de poser ses affaires et tout. Personne boude, si ce n'est le père. Le père, lui, il n'est pas content, il n'a même pas envie de défaire sa valise. Quand sa femme veut prendre ses affaires, il dit, pose ça, il veut partir. Il leur dit, venez, on repart. J'aime pas ici, j'aime pas. Mais personne, elle dit, Nora, ne l'a calculé. Genre en mode, la mère, elle leur disait, laissez-le, il va redescendre tout seul. Voilà, de toute façon, il n'a pas le choix. Nous, on s'installe, on part nulle part. Donc là, le père, quand il va voir que il n'y a personne qui veut le suivre, il va être que obligé de monter sa valise et de s'installer, quoi. Nora, elle nous dit, elle était tellement heureuse et contente, voilà, d'être dans la maison de ses grands-parents, d'être là où son père il a grandi et tout, ça lui a ravivé des souvenirs. Elle se rappelle aussi le dernier soir, voilà, où elle a vu son grand-père de sa vie et tout ça, mais elle se rappelle que des moments positifs où il rigolait et tout quand c'était lui-même. Et donc, elle dit, elle était tellement contente, elle voulait tellement s'installer vite qu'elle a décoré sa chambre et tout. Ce jour-là, elle n'est pas sortie de sa chambre. Elle dit, elle voulait la finir en une journée, quoi. Elle voulait pas que ça s'éternise sur des jours et des jours. Donc, elle est restée à travailler jusqu'à Sahatnash, jusqu'à minuit. À minuit, ça y est, elle n'en pouvait plus, mais elle avait fini, en tout cas, tout ce qu'elle avait à faire. Et donc, elle dit, il est minuit, elle a ressenti la fatigue. Elle s'est dit, c'est bon, ça y est, moi en tout cas j'ai fini. Demain, j'irai voir si ma mère, elle a besoin que je l'aide, si elle n'a pas encore fini. Ou un de mes frères
si elle n'a pas fini et tout, je vais l'aider, tatati tata, parce qu'elle aimait trop les trucs de rangement, d'organisation et tout ça. Donc là, elle a dit un brin de toilette et directement, elle s'est mise dans son lit. Elle était fatiguée, elle a dit, elle est tombée comme si c'était un cadavre, une morte. Tellement qu'elle était ta'bana, tellement qu'elle était KO. Et donc, elle a dit, elle a commencé à dormir. Et là, elle va faire un rêve, gharib ou ajib, étrange et bizarre. Donc, le rêve qu'elle fait, c'est qu'elle rêve son grand-père avec eux dans la maison. Sauf qu'il les regarde d'un mauvais regard, d'un regard énervé, colérique, horrifique, et il ne parle pas. Et là, il s'avance et elle le voit entrer dans la chambre de son père. Donc elle le suit et elle voit que le grand-père, il se penche sur son père qui était endormi et il se mettait à l'étrangler. Donc là, son père, Anora, s'était réveillé et s'était mis à hurler. Il essayait de repousser son père, mais le grand-père, il avait une force. Et que le grand-père avait fini par tuer son fils de ses propres mains. Donc là, elle a dit, à ce moment-là, elle se voyait hurler dans le rêve et elle s'est levée comme ça, en sursaut. Elle était en panique, elle n'était pas bien. Et directement, elle regarde l'heure qu'il était. Elle dit, il restait quelques minutes avant l'appel à la prière de Salat al-Fajr, la prière de l'aube. Et quand elle s'est retournée comme ça vers la porte, elle voit en fait de dos employé de maison qui est en train de quitter sa chambre. Donc là, elle dit, wesh, qu'est-ce qu'il faisait là, dans la chambre, à cette heure-ci? Parce que leur employé de maison, elle ne rentre jamais dans la chambre comme ça sans s'annoncer, encore moins la nuit, le soir comme ça. Elle dit, elle est bizarre, elle veut quoi? Surtout quand elle est endormie en plus. Donc elle a dit, elle a enlevé comme ça sa couverture et elle s'est levée vite pour la rattraper et lui dire, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre? Tu voulais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc elle a dit, quand elle est arrivée, elle est sortie comme ça de sa chambre, elle dit, l'étage, il était hadi, c'est-à-dire calme, hein, et pas de lumière, et surtout, elle ne voit pas leur employé de maison. Donc là, elle dit, c'est pas possible. Elle vient juste de quitter. Elle doit la rattraper. Elle est passée où? Donc là, Nora, elle est sûre de ce qu'elle a vu. Elle est énervée et donc elle va se mettre à appeler leur employé de maison qui s'appelait Mary. Mary, Tahani, viens. Mary, Mary. Elle dit si fort, comme ça, elle était en crise d'hystérie, que sa mère, elle va finir par se réveiller, sortir de la chambre et dire chut, là tu es khebla. Genre en gros, qu'est-ce que tu fais, imbécile? T'as vu l'heure qu'il est? Genre en gros, et tes frères ils dorment. What صوت شفيتش Mary نايمة. Genre en gros, Mary, qu'est-ce que tu veux avec Mary? Mary elle dort. Donc là, Nora elle a dit à sa mère, Laïma, non maman, كانت عندي بالغرفة الحين. Elle était tout de suite dans ma chambre là. La mère elle la regarde. Mais nous كان qui? Mary? Oui maman, Mary. Je l'ai vue, elle est sortie de ma chambre et tout ça. Et quand je l'ai appelée maintenant, elle fait genre. La mère lui a dit, Moustahil, genre en gros impossible. Mary, elle est partie dormir à 23h30. Elle était fatiguée. On a trop travaillé, moi et elle. Et je lui ai dit d'aller se reposer. Mais là, Nora, elle a dit, j'allais pas lâcher l'affaire comme ça. Elle disait à sa mère, écoute, c'est moi, je l'ai vu, j'ai pas rêvé, j'ai pas de problème de vue. Genre, en gros, je l'ai vu avec ses yeux-là, je l'ai vue, elle était dans ma chambre. Après, elle est partie, dès que j'ai ouvert les yeux, elle est sortie de la chambre, tatati, tatata. Bon, la mère, elle lui dit, toi, aujourd'hui, tu as décidé de me casser la tête. Tu sais quoi, Habibti, tu sais quoi, ma chérie? On va aller voir, on va monter dans la chambre et tu vas voir que Mary, elle n'est pas descendue. Donc là, Nora dit ok. Elle dit Nora, la chambre de l'Hamla, de leur employé de maison, elle était en haut sur le stah. C'était comme une petite dépendance où il y avait une petite chambre, une petite kitchenette et une douche avec toilette. Donc là, la mère elle lui dit on va aller parce que toi, sinon tu vas me rendre ouf. Ils montent les escaliers qui mènent donc au stah, au toit de la maison. Elle dit, ils montent. Elle dit, eux, quand ils ont déménagé, c'était l'été, chaleur, journée comme la nuit. Donc là, ils montent les escaliers et elle dit, elles sont
ouais, un air froid qui l'englobe, qui passe et qui l'englobe et tout, si bien qu'elle dit, elle est en t-shirt comme ça, et elle commence à faire ça. Et ma mère dit en gros, il fait froid. Donc sa mère elle se tourne, elle la regarde, elle dit, ça va pas, pourquoi tu fais ça? Elle lui dit, bah, je sais pas, tu t'as pas froid? Elle dit, sa mère elle dit, j'ai envie de déchirer mes affaires tellement que j'ai chaud. Donc là, la mère elle regarde sa fille, bizarre. Moi je te dis que je vais crever de chaud, et toi tu me dis tu vas crever de froid. Donc elle a dit, ils se sont regardés genre en mode bizarre, et ils ont continué à monter pour arriver à la chambre de Mary. Donc quand ils sont arrivés en face de la porte de la chambre de Mary, la mère elle met sa main comme ça sur la poignée et elle appuie et elle pousse, tac, et elle dit à sa fille, t'as un lit chauffé, genre en gros viens voir. Elle l'avance. Ah, tu la vois, Mary elle dort. Nora elle dit elle dort profondément. C'est pas du cinéma, c'est pas une simulation qu'elle les a entendus. Elle a dit je vais faire semblant de dormir, parce que Nora a dit elle était endormie, elle avait un pyjama, sauf qu'elle avait bien vu comment elle était habillée quand elle était en train de sortir de sa chambre. Et elle dit c'est pas les mêmes vêtements qu'elle portait là alors qu'elle est endormie. C'était des vêtements différents quand elle avait vu sortir de sa chambre. Nora a dit elle était choquée. Donc sa mère, elle voit bien que sa fille elle est choquée. Elle lui dit écoute ma chérie, ça peut arriver. Peut-être qu'avec la fatigue, tu as trop donné et tout, avec le déménagement, l'intensité, tatati, le qalaq. Genre en gros, tu t'es imaginé que tu l'as vu, mais c'est juste ton imaginaire. T'inquiète pas, m'a couché, genre en gros, rien de grave. Et elle referme la mère là, doucement, sans réveiller Mary, et elle redescend. Elle lui fait un bisou, elle lui dit allez, va dormir, genre récite un peu de Coran et dort. Et la mère elle est rentrée dans sa chambre et elle a fini son sommeil. Donc le lendemain, elle dit Nora bien sûr que avant le lendemain, quand elle est rentrée dans son lit, elle faisait que de penser à ça parce qu'elle a dit j'ai très bien vu, je sais ce que j'ai vu. Et elle est restée, elle dit même comme ça, à réfléchir, à penser jusqu'à s'être endormie. Donc le lendemain, elle se réveille, il est 10h. Donc elle dit, ce qui la réveille, c'est sa mère qui les appelle en leur disant « Les enfants, debout, le petit-déj, il est posé ». Donc là, elle se lève, elle brosse ses dents, elle lave son visage et elle descend pour prendre son petit déjeuner et il déjeune qu'en famille. Donc le père, il est déjà installé avec son journal, tac, il parle à personne, il boude encore un peu. La mère et Mary, ils déposent ce qu'il a déposé. Ensuite, elle s'installe, la mère, et les enfants, et elle les rejoint à table, Nora. Mais elle dit Nora, quand elle regarde son père, elle voit, il y a un truc qui la gêne. Elle dit pour elle, malgré que là, elle voit son père, pour elle, c'est pas son père. Il y a un truc. Il n'a pas le bon mood qu'il a habituellement. Bref, il y a quelque chose. Donc là, elle nous dit Nora, elle observe comme ça. Elle déjeune et à un moment donné, quand son père il va plier le journal, le poser pour commencer à prendre le pain, pour commencer à faire sa tartine, elle voit comme ça sur son bras, le bras de son père, il a des chumours, plein, et des bleus. Donc là, Nora a dit à son père, je vais arrêter, papa, qu'est-ce qu'elle a ta main et ton bras? Donc là même la mère elle avait pas capté, elle dit elle prend le bras de son mari, elle lui dit c'est quoi et tout, et là il leur dit je sais pas, même moi j'ai vu ça, mais je me suis dit peut-être la nuit, en fait quelque chose elle m'a gratté, j'ai dû gratter fort comme ça. Donc Nora, elle regarde le bras de son père et elle trouve ça c'est pas normal, parce que ça ressemblait plus comme à des griffes quoi, pas l'ongle. Peut faire ça, surtout elle dit son père comme c'est un chirurgien, il n'a pas d'ongles et tout. Ils sont toujours coupés à ras. Bon là, Nora elle nous dit elle ne s'est pas éternisée sur le sujet, ils se sont pas éternisés sur le sujet. Et quand ils ont débarrassé à la table, à un moment donné, elle va se retrouver que elle avec Mary dans la cuisine. Et depuis le matin, elle voulait se retrouver que avec elle en tête à tête pour lui dire hier, tu crois que je t'ai pas vu dans ma chambre? Qu'est-ce que tu étais venu prendre ou qu'est-ce que tu étais venu faire? Nani, nana.
Donc elle la bloque dans un coin, elle dit hier, qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Mélie, elle a rigolé, elle a dit qui? Moi? Elle lui a dit oui. Elle lui a dit non, n'importe quoi. Donc là, Nora elle est un peu en panique. Mais là, elle n'a pas fini de paniquer parce que Mélie, elle va lui dire mais tu sais, Nora lui dit oui. Hier, genre en gros, j'ai souffert pour m'endormir. Et je dis comment ça, t'as souffert pour t'endormir? Elle lui dit ouais, j'entendais des voix, laisse tomber. Au début, j'ai commencé à entendre quelqu'un courir, faire des va-et-vient dans le stah, sur le toit de la maison. Et après, ça s'est transformé en comme des chats qui se disputent et ça crée fort. Mais genre, c'était à côté de la porte de sa chambre. Donc elle a dit ça me dérangeait. Donc j'ai ouvert la porte comme ça, j'étais fatiguée, j'ouvre. Elle dit, une fois que j'ai ouvert, tout s'est arrêté. Donc Nora, elle ouvre comme ça ses yeux. Mélie, elle continue. Et donc là, elle lui dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle lui dit, bah rien. Quand ça s'est arrêté, j'ai dit, Aoud billah, comme ça. Et je suis retournée dans le lit et je suis restée jusqu'à ce que je me suis endormie. Donc Nora, elle était en panique. Elle se dit, elle, le truc bizarre qu'elle a vécu la veille, plus le froid bizarre et les trucs, elle avait une sensation qu'il y a quelque chose qui passait à côté d'elle, plus maintenant ce que Mélie elle lui dit, le bras de son père. Mais elle s'est dit, elle va pas commencer à réfléchir et avoir des pensées négatives. Fi khair, Inch'Allah. Espérons le mieux. Donc elle a dit, elle est remontée dans sa chambre et elle a continué ce qu'elle devait faire. Le soir venu, Nora, elle nous dit qu'elle était dans la chambre de sa mère en train de l'aider à finir le rangement et la porte, elle était ouverte et ils ont vu passer le petit frère Hassan avec la serviette sur son épaule qui se dirige vers le hammam, dans la salle de bain pour prendre une shower, pour prendre une douche. Et là, Nora nous dit que ça fait que quelques minutes que son frère, il est rentré fait le hammam dans la salle de bain, qui vont l'entendre hurler à la mort, mais un cri, vraiment, leur cœur, elle a dit, il a changé de place, tellement que les cris de Hassan, ils étaient stridents. Donc directement, Nora, elle nous dit, les vêtements qu'elle est en train de plier, et ce que sa mère aussi, elle avait dans les mains, ils ont tout jeté. Et elles sont sorties en courant de la chambre, direction la salle de bain. Et elles se mettent à et Hassan qui continue de l'intérieur à crier, mais juste ouvre-nous, et qui crie. Donc là, le grand frère Mohamed de 26 ans, il va sortir de sa chambre, il est en communication, il va paniquer à son tour, et donc il va trouver Nora et sa mère devant la porte de la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? Donc la mère, elle pleure avec Nora, ils disent je ne sais pas, et il entend son petit frère crier à l'intérieur, donc il lui dit ouvre la porte, ouvre, et il veut pas, bref, Hassan ne vient pas ouvrir, donc le frère il commence à touf avec son épaule pour casser la porte. Taf. Il dit à sa mère et Nora de se pousser. Et Mélie, poussez-vous. Le père, lui, il est au travail. Poussez-vous, restez en arrière. Et il fait comme ça et il met un coup de pied. Tac. Et il dit à sa mère et tout de pas bouger. Donc là, il rentre dans la salle de bain et Mohamed, il trouve son petit frère Hassan qui a mis la serviette comme ça sur sa tête et qui était en bas et qui tremblait et qui criait. La mère et Nora, ils allaient rentrer, mais là, Mohamed, le grand frère, a dit non, rentrez pas parce que, en gros, il n'est pas habillé. Nora, elle nous dit que de l'intérieur de la salle de bain, ils entendent Mohamed dire à Hassan, calme-toi, ça y est, calme-toi. C'est moi, je suis ton frère, c'est Mohamed. Hey, arja, genre en gros, réveille-toi. Hassan, calme-toi. Mais Nora nous dit que son petit frère ne voulait pas arrêter de crier et de pleurer. Donc là, il sort vite fait Mohamed, il revient avec une grande serviette. Il entoure son petit frère Hassan et il le porte et il le ramène dans sa chambre. Il ferme la porte, il l'habille. Et une fois qu'il l'a habillé, il a lutté déjà pour l'habiller et tout ça, et il va leur ouvrir la porte. Donc là, la mère, elle va rentrer pour essayer de calmer son fils. Quand la mère et Nora ils sont rentrés dans la chambre, quand Mohamed il leur a ouvert une fois que Hassan il était habillé, la mère elle va s'asseoir à côté de son fils, elle va lui dire et je veux qu'il y a Walid, genre en gros, qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Lèche quand ça t'srach fil hammam, genre en gros, pourquoi t'étais en train de crier dans la salle de bain? Goulé, genre, dis-moi. Mais elle nous dit, Nora, le petit frère,
il faisait peine à voir, il est devenu tout pâle, il avait ses jambes repliées sur lui et il tremblait et il voulait pas répondre et il voulait pas parler. Donc là, la mère, elle a pris sa main, elle avait posé sur la tête à son fils, elle a commencé à lui réciter du Coran pour essayer un peu de le détendre, de l'apaiser, de lui enlever le khouf, de lui enlever la peur. Et petit à petit, alhamdoulilah, la mère elle va réussir à détendre son fils, à le décontracter, à faire qu'il devienne un peu plus relax. Et là, le pauvre miskin, il va redevenir lui-même. Il va arrêter de trembler, il va arrêter de pleurer, il va reprendre un peu ses couleurs. Et donc là, il va redevenir Hassan lui-même. Donc la mère, quand elle va sentir ça, avec Mohamed et Nora, ils vont commencer à lui dire « Hassan, il t'est arrivé quoi? Raconte-nous, dis-nous. » Donc là, il s'approche de sa mère, il se pose contre elle. Sa mère, donc, elle pose son bras, elle serre son fils, elle lui dit « Vas-y, parle, on est là avec toi. Marah cherche, en gros, il va rien t'arriver. » Donc il dit « Je suis rentré dans la salle de bain pour faire ma douche. » Quand il dit « Il rentre dans la douche », il commence à se passer de l'eau sur lui, il commence à faire son shampoing, parce que Nora nous dit il avait quand même une belle chevelure. Il commence comme ça à faire et il essaie d'ayouner. Voilà. Il fait son shampoing, tac tac, mais ses yeux sont fermés, mais il ne se sent pas à l'aise. Il sent qu'il y a quelqu'un avec lui dans la salle de bain. Donc il dit, il sent quand même le shampoing qui coule, tu vois, sur ses yeux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste, donc, dans un premier temps, juste rincer son visage, même pas ouvrir ses yeux et se dire, il n'y a rien. Et il continue de faire son shampoing. Mais après quelques minutes, Hassan, il va dire à sa mère, à Nora et à Mohamed, qu'il a senti une main énorme, difforme, terrible, avec comme poilu, avec à l'intérieur comme des picots, qui, comme ça, lui a glissé, tac, le long du dos. Et il dit, il a les yeux fermés, il n'ose même pas se retourner, mais il sent et il sait très bien que Mo'id Bachariya, c'est pas une main humaine qui, à cet instant, est posée sur son dos. Et la porte de la salle de bain, elle est fermée. Donc, c'est pas quelqu'un de sa famille. Donc là, il dit, il commence à paniquer. Donc là, Hassan, il dit au plus vite, il passe de l'eau sur son visage, tac, et il se tourne, il a les yeux comme ça, il distingue pas, mais il voit au coin de la salle de bain, fait zaouia, une femme, une abaya noire. Et quand il regarde mieux, là, genre le visage, il reconnaît. C'est le visage de la grand-mère. Mais il dit, tout ressemble à la grand-mère. Il a yonha, sauf ses yeux. Les yeux font flipper, ils sont rouges. Et la chose, elle arbore un sourire et elle le regarda. Le village. Je parle, j'ai fait une tête de Stremon. Vous avez compris l'idée, quoi. Une tête comme ça, qui fait peur. Comme ça. Donc là, quand il a vu ça, c'est pour ça qu'il a commencé, il dit, Miskin a hurlé. Donc là, Nora nous dit, sa mère, elle écoute son fils, ok? Elle essaye de le comprendre. Mais pour elle, mustahil. Genre en mode, la mère, c'est pas qu'elle ne le croit pas, mais elle pense que c'est juste imaginaire. Mais Nora, elle dit, moi, je le croyais à 100%. Et pourquoi je croyais mon petit frère à 100% et je savais qu'il n'était pas en train de nous mentir ou qu'il a inventé cette histoire? C'est juste parce que moi, la veille, j'ai vécu quelque chose d'incompréhensible. Quant au grand frère Mohamed, il était mitigé. Donc là, Nora nous dit, elle aurait trop aimé que cette action, malgré que voilà, c'est horrible, ça arrive au moment où son père est là à la maison. Parce qu'elle dit, quand ils étaient dans l'appartement, le père, le petit déjeuner et le déjeuner, il venait tous les jours à la maison. Là, il faisait que prendre le petit déjeuner et encore, s'il pouvait le switcher et ne pas rester, il serait parti. Il prenait que le petit déjeuner maintenant. Et pour le repas du midi et le dîner, il n'était pas là. Donc, il rentrait que le soir pour dormir. En fait, la maison, pour lui, c'était juste son dortoir, tu vois. Et les soirs où il n'était pas de garde à l'hôpital. Et elle nous dit, Nora, c'est comme si elle dit il y avait quelque chose qui faisait vraiment que mon père, il supporte pas d'être à l'intérieur de la maison. Mais est-ce que ça peut avoir un rapport avec toutes les choses qui sont en train de vivre sans le savoir? Elle dit encore à ce moment-là, elle savait pas. 2 jours après l'événement du petit frère Hassan, la nuit, elle dormait et elle va être réveillée
parce qu'elle va avoir une sensation de soif énorme. Elle dit une soif, tu es obligé de te lever là, même si tu as la flemme, et tu vas aller boire. Mais elle dit d'habitude, elle a toujours à côté, sur sa table de chevet, un verre d'eau. Là, elle dit, le verre d'eau, ce soir-là, elle a oublié de le monter avec elle. Donc, ça veut dire qu'elle doit descendre jusqu'à la cuisine en bas pour aller boire de l'eau. Donc, là, qu'est-ce qu'elle fait, Nora? Elle prend avec elle, genre, son téléphone. Elle allume pas les lumières pour pas, si elle allume le couloir, ça va passer à travers les chambres de ses frères et de ses parents endormis. Elle veut pas les déranger. Donc, elle prend juste son téléphone et elle s'éclaire comme ça jusqu'à en bas pour aller dans la cuisine. Elle dit la maison, elle est vraiment plongée dans Dalam Dam, c'est-à-dire l'obscurité la plus obscure. Donc là, elle arrive dans la cuisine. Donc quand elle est arrivée dans la cuisine, il y avait une toute petite lumière qui était allumée. Comme si, on va dire, la lumière de la hotte. Et quand elle est rentrée, en fait, de dos, il y avait sa mère qui avait une assiette et qui était comme en train d'éplucher quelque chose. Donc là, elle a dit, quand je l'ai vue, la mère, elle est là-bas. Et le frigo et tout, c'est de l'autre sens. Donc elle est arrivée, salam alaikum yemma, elle ouvre le frigo. Et sa mère, elle lui répond pas. Elle ouvre le frigo, elle boit, elle dit un premier verre d'eau. Ensuite, elle demande à sa mère, mais maman, qu'est-ce qui te réveille à cette heure-ci avec une assiette et tout ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais sa mère ne lui répond toujours pas. Et elle prend un verre, elle le remplit. Elle dit tac d'eau pour le monter avec elle. Elle referme le frigo, la cuisine. Et elle monte avec son verre d'eau dans les mains et tout à sa chambre. Elle dit une fois qu'elle arrive à l'étage et qu'elle s'apprête à marcher pour rejoindre sa chambre, il y a la porte de chambre de Hassan qui s'ouvre et elle voit sa mère en sortir tout doucement. Donc là, elle nous dit, Nora, quand elle voit ça, elle reste bloquée. Parce que tout de suite, elle vient de voir sa mère en bas à la cuisine. Et elle dit là, elle la voit sortir de la chambre de son frère. Sauf que en bas, sa mère, les vêtements qu'elle portait, c'est différent que là, les vêtements qu'elle voit que sa mère elle a. Donc elle a dit, elle était restée paralysée. Et là, sa mère, elle commence à lui dire, hein, pourquoi t'es réveillée? T'avais soif? Comme elle a vu le verre d'eau dans ses mains, elle commence à s'approcher vers elle. Donc la Nora, elle dit, comme elle savait pas c'est qui la vraie de la fausse qui était sa mère, elle s'est mise à hurler, elle a lâché le verre, et à crier, à crier, à crier. Sa mère, elle a paniqué. Et elle commençait, elle dit, Nora, à dire à sa mère, pousse-toi, dégage, ne t'approche pas, arrête-toi, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Elle était comme ça en train de crier, donc la mère, elle comprend pas. Donc là, le frère, il va se réveiller, Mohamed. Hassan, il va sortir de sa chambre. Le père, il va sortir de sa chambre. Et elle continue, elle disait, Nora, à crier et à taper sur les mains de sa mère. Pousse-toi, dégage, dégage. La mère, la pauvre, elle est choquée, elle comprend rien. Donc le père de Nora, quand il est sorti de sa chambre, il est encore endormi, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? Laisse te sarkhin. Et donc là, Nora, elle a dit à son père, ah, dimahi ummi. Genre, en gros, c'est pas ma mère. Elle, c'est pas ma mère. Ummi taouni shayfatha tahat fil matbakh. Je viens de la voir tout de suite en bas. Ma mère, elle est dans la cuisine. Ah, dis-moi ummi. C'est pas ma mère. Donc là, que ce soit le père, que ce soit la mère de Nora, que ce soit Mohamed et Hassan, ils regardent tous Nora en mode, de quoi tu parles? Et là, Nora nous dit que son père, il s'était mis à rigoler en lui disant, Mbayn alek ya bnayti. Ça se voit, ma fille, que el khabar, genre en gros la folie que ton grand-père il avait, il t'a laissé ça en héritage. T'es en train de raconter des histoires et tout comme lui avait l'habitude de raconter. Donc là, elle a dit, ça l'a encore plus énervé Nora et surtout fait mal au cœur par rapport au grand-père. Parce que elle dit avec tout ce qu'elle était en train de vivre, au final, le grand-père n'était pas dans le faux et n'était pas fou, miskin, mais personne n'a pas voulu le croire et elle a dit, là, elle a eu le ressenti que le grand-père, il a eu toute sa vie, là. Donc là, elle a dit, j'étais en train de halef à mon père, j'ai juré que elle, c'est pas ma mère, elle est en bas à la cuisine, notre mère, ta vraie femme, notre vraie mère, elle est dans la cuisine, hadi sheba ummi, genre en gros, elle, c'est juste une copie horrifique, diabolique d'eux, mais c'est pas ma mère. Parce qu'elle dit à cet instant-là, encore, elle ne voulait pas que la femme devant elle s'approche d'elle, parce que c'est pas sa mère pour elle. Bon, son père, il lui a dit, ok, je vais aller voir si tes dires ils sont vrais. Il les a poussés, il descend les escaliers, elle nous dit, Nora, il a allumé aucune lumière, il marchait sans céder de rien, quoi. Comme s'il marchait en pleine journée, et il est parti,
Donc, au bout de quelques temps, elle dit, quand ils se sont mis sur l'escalier comme ça, ils essayent de voir, s'ils vont voir la lumière de la cuisine s'allumer et tout, rien. Et le père, il est venu, il leur a dit, hey, il n'y a rien du tout. Et il a commencé à engueuler Nora, tu nous réveilles, tu nous déranges, tu racontes des histoires, il l'engueule. Donc, là, le père, Nora, elle nous dit, il va la menacer en lui disant, la prochaine fois tu fais ça, ou tu veux faire des histoires comme ton grand-père, il avait l'habitude de le faire. Je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Et il repart dans sa chambre. Là, les trois, Hassan, Mohamed et Nora, ils sont choqués de comment le père est parlait mal de son père. Il disait des dingueries. Et la menace là qu'il venait de faire. Lui, il n'a jamais été méchant, ni violent, ni rien envers ses enfants. Donc là, il ne le reconnaissait pas. Donc, je vous ai dit, le père, il est reparti dans sa chambre normale. Donc là, maintenant, elle était sûre que c'était sa mère. Sa mère aussi, elle est repartie, elle était choquée, elle n'a rien dit. Elle est repartie dans la chambre dormir. Et là, les trois frères, ils sont debout, ils sont choqués. Le grand frère Mohamed, il est perdu. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Hassan, elle nous dit, Nora, il la regarde en mode, je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Nora, elle regarde son frère en lui disant, je sais que tu me comprends. Nora se rappelle de tout ce qui leur est arrivé depuis qu'ils sont dans cette maison. Et là, elle se dit juste un truc. Est-ce que la femme que mon grand-père, il y a des années, il disait qu'il voyait dans la maison, la diablesse, c'est celle aussi que mon frère Hassan, il a vue et que moi, je viens de voir dans la cuisine? Donc, elle nous dit, Nora, ce soir-là, Hassan, il lui a dit, viens dormir dans ma chambre, moi je viens dormir avec toi. Donc, elle lui a dit, toi, viens. Donc, Hassan est parti, il a ramené son matelas et il est parti dans la chambre avec Nora dormir. Donc, ils ont un peu discuté et ils ont fini par s'endormir. Elle dit, ce soir-là, elle a fait un rêve de son grand-père, mais pas comme quand elle l'avait vu qui était en train d'étrangler son père, mais là, il était dans son rêve comme venu lui parler directement en lui disant, tu te rappelles pas de ce que je t'avais dit avant de mourir, une semaine avant de mourir, quand tu es venu me voir? Faites bien vos prières, faites vos invocations, lisez vos protections, mettez le Coran et mets ma fille Surat Baqara dans la maison. Il n'y a aucune force, aucune chose qui ne peut pas être genre détruite par le Coran. Rappelle-toi ma fille, fais ça et ça va aller. Mais genre, il l'a répété, elle dit plusieurs fois ça jusqu'à disparaître comme ça dans sa chambre. Elle dit qu'elle a ouvert directement les yeux, elle a regardé partout, mais quand elle s'est levée pour regarder comme ça, en fait, son corps, lui, ne voulait pas bouger, il n'y avait que ses yeux, parce qu'elle a dit, elle a senti comme quelque chose qui est en train de la serrer. Donc elle a dit, elle a commencé à chercher de l'air, elle voulait même réveiller son frère Hassan, mais Hassan, il dormait, il n'avait pas le visage vers elle. Il lui donnait son dos. Donc là, elle a dit, c'était dur, et ça commençait à l'étouffer, et elle a dit, elle a commencé petit à petit, par force, à réciter le Coran jusqu'à qu'elle sentait que la chose qui avait une prise sur elle, elle était en train de la lâcher, jusqu'à la lâcher complètement. Elle a dit, quand elle a senti qu'il n'y avait plus cette chose qu'elle voyait plus sur elle en train de l'étouffer, elle a fait comme ça. Et elle est restée, elle dit, elle a pris son portable, elle est restée comme ça à regarder son téléphone jusqu'à que le Fajr est venu, c'est là qu'elle s'est endormie. Donc le matin, quand elle s'est réveillée, elle est partie voir sa mère, elle lui a dit le cauchemar qu'elle avait fait. Et ils ont reparlé de hier, la cuisine, quand j'ai cru que c'était toi, tatati. Elle lui dit, le grand-père, il m'a dit, voilà ce qu'il m'avait dit, mais une semaine avant qu'il meure, quand j'étais passée le voir, il m'avait dit ça. Donc la grand-mère, elle dit, s'il est venu te dire ça en rêve, ça veut dire qu'on doit le faire. Et Inch'Allah, comme ça, s'il y a quelque chose de mauvais dans la maison, avec Inch'Allah, Kalamullah, c'est-à-dire les paroles divines, ça va partir. Donc la mère, elle est partie chercher la jeune fille, elle a branché son téléphone et elle a mis Surat Baqara, la sourate de la vache, a commencé à tourner dans la maison à un son fort. Donc elle dit du matin, le père il était déjà parti au travail, jusqu'à 8 heures le soir, le Coran, il n'a pas cessé de tourner dans la maison.
يرددون. Genre en gros, ils remettaient, dès que ça finissait, ils remettaient la sourate. Dès que ça finissait, ils la remettaient. Et ils ont dit, ils ont passé une bonne journée. Personne n'a eu de trucs bizarres, personne n'a eu de ressenti. Ils se sont les sentis apaisés, légers, confiants. Mohim. On dirait que ça faisait un maf'oul, on dirait que ça donnait un résultat. Et là, elle dit, ils étaient pas prêts. Voilà le père qui rentre. Alors que le père ne rentre jamais à 8 heures du soir. Max, voilà, quand il va rentrer minuit ou un peu plus de minuit avec toutes les urgences qu'il a, les opérations et tout. Mais là, 8 heures, le père il rentre. Et en plus, il rentre, globe, son visage il est vénère de fou. Les traits sont colère. Le père il est vénère de quelque chose. Eux ils savent pas de quoi il est énervé. Qu'est-ce qui le contrarie comme ça? La baffe avec le Coran, la mère elle l'a mis en bas. Et ça a résonné dans toute la maison. Et eux ils étaient à l'étage. Le père quand il est rentré, le premier truc qu'il a fait, il a mis stop. Bam. Et il a crié fort. Qui a mis le Coran en marche à la maison? Donc là, ils sortent tous des chambres et commencent à descendre pour aller voir le père. Quand la mère elle est en train de descendre, elle a dit genre en mode, le Coran c'est un bienfait, c'est une baraka. C'est bien de mettre Surat Baqara tous les 3 jours ou tous les jours même, pourquoi pas, à la maison. Donc là le père il a dit, ma bi asma sawt al-Qur'an fil bayt. Genre en gros je veux entendre aucun Coran à la maison. Et il continue en disant, wayani wayakum ahad fikum ishghal al-Qur'an. Et attention, et gare à vous, qu'un d'entre vous remette du Coran à la maison. Donc Nora, avec les frères, ils sont choqués, avec la mère, même Mary, c'est du Coran. Donc là, la mère, elle va essayer, genre en gros, de discuter avec son mari, mais de quoi tu parles? C'est du Coran. Et là, Nora nous dit, c'est improbable. Ça fait plus de 30 ans que ses parents sont ensemble et qu'ils sont mariés. Le père, la mère, elle essaye de lui faire comprendre qu'il n'y a rien de mal, que c'est du Coran, que c'est bénéfique pour eux et pour leur maison, que si, que ça. Et là, le père, il lève sa main au plus haut degré du ciel et bam, il met une grosse gifle à la mère. Donc là, Mohamed, Hassan, Nora, ils restent bloqués. La mère, elle en a perdu même l'équilibre, ce qui fait que ses enfants, ils se sont jetés sur elle. Et ils regardent leur père, genre en mode, tu fais quoi? 30 ans de mariage, il n'a jamais levé un doigt sur son épouse. Et là, devant ses enfants, il lui met une gifle du futur. À cause d'eux, elle a mis du Coran à la maison. Donc là, la mère, de choc, elle pleure. Nora, elle pleure. Mohamed, il veut confronter son père en disant, ouais, tu t'as fait quoi? Mais le père, il le regarde d'un regard qui laisse que Mohamed, il va revenir en arrière. Ils vont aider leur mère à se lever. Et le père, il va dire, en montant les escaliers, j'ai dit que personne ne met du Coran. Et il monte, elle nous dit Nora, comme s'il n'avait rien fait. Et ils entendent la porte juste de sa chambre qui claque. Et voilà. Donc là, ils ont réconforté la mère, Nora nous dit, avec ses frères, comme ils le pouvaient. Et quand elle a séché Miskina ses larmes et qu'elle essaye d'être en mode déchocage, c'est-à-dire d'enlever le choc, voilà, j'invente des mots. Donc là, Mohamed, le grand frère, il va dire à sa mère, tu sais quoi, on va aller et je vais parler avec ton frère. Parce que en fait, ils avaient un oncle qui avait le même âge que leur père. Et pour Mohamed, la situation a devenue tout à fait anormale. Malgré que lui, Charsiyan, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas personnellement vécu comme ce que Hassan, Nora et tout ont vécu, ou bien Mary, il sentait que, il dit al-qadiyya kbira, que l'affaire est grosse, et comme l'oncle, c'est quelqu'un qui est pieux, qui est bien dans la religion comme il le faut, et qui a des connaissances que eux, ils n'ont pas, se diriger vers lui, leur parler, leur dire qu'on met du Coran à la maison, et voilà ce que, à cause du Coran qu'on a allumé à la maison, ton beau-frère a tapé ta sœur. Donc il y a quelque chose qui est anormal jusque-là. Donc là, il a dit, il va aller le voir pour avoir auprès de son oncle des conseils sur la situation et ce qu'ils doivent commencer à s'alarmer.
Donc, comme Mohamed, il est parti voir son oncle, il a essayé de lui expliquer comme il pouvait. Et là, l'oncle, il va lui dire, vous inquiétez pas, ne pensez pas au pire ou ne pensez pas à ces changements-là, ne les mettez pas dans vos têtes. Si ton père, peut-être, tu vois, il a réagi comme ça, surréagi, c'est peut-être avec la pression, avec la fatigue, avec aussi, ça fait pas très longtemps que ça, maintenant que son père, tu vois, il est mort. Voilà, tu vois, il essaie de trouver Zahma Sabab, une raison qui l'aurait fait sortir de ses gonds. Aussi, vous oubliez, il a la pression de l'hôpital, tatati, tatata. En mode, pensez pas tout de suite paranormal ou quelque chose comme ça. Donc, Mohamed, elle nous dit, Nora, il n'a pas lâché l'affaire et l'oncle, il a vu qu'il avait de la détresse, quoi. Donc, il lui dit, bon, écoute, si le sujet ou la chose encore se refait comme ça, tu viens me voir et je vais prendre les choses en main, Inch'Allah, et on trouvera une solution. Mais, on va pas s'alarmer tout de suite. Mais, elle dit, Nora, malheureusement, de jour en jour, la situation va s'aggraver. La lil home lil, genre la nuit n'était plus pour eux la nuit et la journée n'était plus pour eux la journée. Chacun commençait à vivre des choses dans son coin paranormal de fou. Mais il résistait. Donc là, elle dit un soir, après le dîner, ils étaient KO, ils étaient fatigués, ils avaient juste une envie, c'était de se mettre au plus vite dans leur lit. Donc chacun va monter et va aller dans sa chambre. Et c'était aussi une période où le père, il avait radicalement, on va dire, changé au niveau de son comportement. Si bien que même au travail, il n'y allait plus. Cardiologue de renom, il a lâché ses patients et il s'était enfermé que dans sa chambre. Et il n'en sortait que très rarement. Très rarement. Et il n'acceptait même plus, par moment, la présence de la mère de Nora. Il l'a dégagée. En pleine nuit comme ça, il ouvrait la porte, il sort de la chambre et elle se retrouvait soit à dormir chez Hassan, soit à dormir chez Nora. La situation commençait à devenir hamda, commençait à devenir grave, acide. Mais ce soir-là, elle n'était la mère ni chez Nora, ni chez Hassan. Le père, il n'avait rien dit quand elle était venue se mettre dans son lit, dans sa chambre, dans leur chambre conjugale. Donc ce soir-là, comme je vous dis, Nora, elle était dans sa chambre, dans son lit, en train de lire un livre. Et elle est posée comme ça dans sa lecture de livre dans son lit, quand elle entend quelque chose de lourd qui est tombé au sol. Donc, ça l'a fait sortir de sa lecture, et elle tend l'oreille comme ça, elle essaye de savoir c'est quoi le bruit, ça peut être quoi. Elle dit jusqu'à elle entend les cris de sa mère qui est en train de les appeler au secours, qui est en train de les appeler à l'aide. Donc Nora, quand elle a entendu que sa mère, elle était en panique et qu'elle criait, elle s'est levée, elle a ouvert la porte de sa chambre. Au même moment, Mohamed et Hassan aussi sortent de leur chambre parce qu'eux aussi ils ont entendu leur mère en panique. Et ils voient la porte de leurs parents qui s'ouvre et sa mère qui sort et qui court et qui pleure et qui se cache derrière le dos de son fils aîné Mohamed. Parce que Mohamed, il avait une corpulence et tout ça, elle s'est collée à lui, elle a tiré ses affaires et elle pleurait, elle tremblait. Et là, eux quatre, Mohamed, Hassan, la mère et Nora, ils ont commencé à entendre de la chambre le père qui pleure et qui crie et qui parle. Ils entendent qu'il parle avec quelqu'un, mais ils comprennent pas ce que la personne est en train de parler. Mais le père, c'est comme s'il comprenait, puisqu'il répondait à cette chose en disant « Ana mali danb, mali wala danb ». En gros, c'est pas de ma faute, ça me concerne pas, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Et ils entendent que son père, il pleure, et qu'il crie, et qu'il se mange des coups, et qu'il se fait engueuler, mais ils comprennent pas. C'est quoi qui est en train de faire ça? Donc là, ils se regardent en mode, on peut pas laisser notre père comme ça en galère, il faut qu'on aille le sortir de là. Donc, ils vont commencer à marcher, et pour arriver devant la chambre des parents. Et une fois que les quatre, ils sont devant la porte de la chambre, ils s'apprêtent à rentrer, ils vont juste voir la porte leur faire vouch, se claquer de manière violente et forte devant leur visage. Donc ils sont choqués, ils se regardent avec leur mère elle les regarde, elle tremble encore. Et là, ils entendent de l'intérieur le père qui pleure et qui supplie et qui a mal et qui dit c'est pas de ma faute. Donc tout de suite, Hassan et Mohamed, ils se sont jetés, ils donnent des coups d'épaule, ils essayent de casser la porte, mais rien à faire. Donc là, Mohamed, il a juste dit à un moment donné,
Eh ben ce genre, c'est bon, reculez. Il a juste dit A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Et la porte, clac, elle s'est ouverte toute seule une fois qu'il a prononcé ça. Donc là, Mohamed, il a ouvert la porte, il est rentré. Noura a dit, ils l'ont suivi, ils étaient derrière lui et ils ont trouvé le père dans un coin de la chambre en train de trembler. Il avait couvert son visage avec un plaid et il n'était pas bien et il pleurait. Donc eux, ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Le père, il continue de dire, c'est pas de ma faute, moi j'ai rien à voir. Homa les charologes, c'est eux qui l'ont mis. C'est eux qui l'ont mis quoi? C'est eux qui ont allumé le Coran. Moi je leur dis toujours de pas allumer. Donc là, Mohamed, il dit à sa mère et Noura et Hassan restaient derrière et il s'approche en récitant le Coran jusqu'à qu'il peut s'approcher de son père. Il le tient et il récite, il dit comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à que son père, bam, il va s'évanouir. Donc là, directement, Mohamed, il sort son portable de sa poche, il appelle l'ambulance et les ambulanciers, ils viennent et c'est Mohamed qui part avec lui. Et qui va rester à la maison? La mère, Mary, Hassan et Noura, en bas, au premier étage. Donc, ils sont à l'étage du bas, il est 11 h du soir, ils sont en panique, ils n'ont aucune nouvelle de Mohamed. La mère, elle pleure, Mary, elle est avec eux, elle est en panique. Hassan aussi, il essaye de joindre par message Mohamed, mais aucune réponse. Noura nous dit elle aussi, elle est en panique, elle fait que de regarder par la fenêtre si elle voit, elle les voit revenir, mais rien. Elle dit à ce moment-là, ils ont absolument pas pensé aux frères de la mère, à l'oncle là qui est pieux. Ils ont toutes leurs pensées, ils étaient avec le père, à savoir est-ce que ça va, il va mieux, il s'est réveillé, ou si on doit se préparer au pire. Imagine, il est mort. Et donc là, elle nous dit, Noura, ils sont tous à l'étage du bas, tous en train de penser au père et à son état. Et là, ils entendent de l'étage du haut la voix du grand-père qui appelle de l'étage le prénom du père de Noura. Mais elle nous dit, Noura, ok, ça c'est choquant, mais le plus choquant encore, c'est que ils entendent dans la maison la voix du père répondre à son père et leur dispute comme ils avaient l'habitude de le faire. Alors qu'elle nous dit, Noura, le grand-père est mort depuis plus d'1 an maintenant. Et que le père, ce soir-là, est à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces choses? Donc Noura, elle nous dit, imaginez leur état à cet instant. Imaginez. Donc elle dit, la mère, elle tremble. Hassan, il tremble elle-même. Ils n'arrivent même pas à réciter du Coran ni à dire aucune protection. Ils pleurent de peur et ça intensifie les voix. En plus, ça fait des échos. Elle dit c'est horrible. Jusqu'à même Mary, elle va se retrouver être elle la plus courageuse à se lever, à vouloir réciter du Coran, mais tellement que ça devient trop intense dans la panique, dans les voix, ça devient horrible. Il y a des rires qui s'ajoutent. Elle essaye, la pauvre, de réciter, mais le Coran qu'elle récite, alors qu'elle nous dit, Noura, elle connaît une bonne grosse partie du Coran Mary, elle va commencer à tout mélanger avec la peur. Donc là, la mère, elle dit, c'est pas possible, on peut pas rester ici, mes enfants, vous savez quoi, on va chez mon frère. Heureusement, elle dit qu'ils ont l'habitude que les clés, ils les montent pas avec eux dans les chambres. Il y a, à l'entrée, ils ont, vous savez, les panier boubu là où tu mets les clés et tout ça. Hassan il prend les clés de sa voiture et ils sortent en courant. Elle dit ils sortent sans pantoufles, pieds nus. Elle et sa mère ils portent le hijab, le voile. Ils n'ont pas mis leur voile. Ils sont sortis comme ça. Mary aussi, elle porte son voile, elle n'a pas mis son voile. Et se sont jetés dans la voiture de Hassan. Hassan il conduit pieds nus jusqu'à son oncle. Ils sont en panique. Donc quand ils sont arrivés, c'est le frère, il dormait déjà, le frère de la mère. Il va descendre, il va ouvrir la porte. Quand il va voir sa sœur pieds nus comme ça, sans son voile, la pauvre. Quand il va voir Noura, Mary, Hassan, pieds nus tous, hein, il les fait rentrer, il les installe. Qu'est-ce que vous avez? Il demande lui aussi à sa femme de ménage de ramener vite des verres d'eau et tout. Ils boivent tous comme ça en tremblant, ils reprennent leur respiration et là la mère elle va dire il s'est passé ça, ça, ça.
Donc il écoute son frère et il lui dit genre en gros j'ai peur que tu inventes ou pas tu inventes mais que tu imagines. Elle lui jure qu'elle imagine pas et là que ce soit Mary, Hassan, Nora, ils vont tous raconter à l'oncle et l'oncle il va voir que non, ce qu'ils disent là ils le vivent vraiment les pauvres. Donc là l'oncle de Nora, il va appeler son épouse, il dit voilà qu'il s'occupe de sa sœur. Ensuite, il va appeler son fils, il va lui dire occupe-toi de Hassan. Mary, il va lui dire d'aller avec son aide ménagère à elle pour les calmer comme elles étaient de la même origine, comme ça elles peuvent parler. Et Nora, elle va avec sa cousine. Donc là, l'oncle, il s'habille et tout. Quand la mère, elle va lui dire tu vas où? Il lui dit je vais aller voir ton mari comment il va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital et il faut qu'on règle cette affaire là, c'est pas normal. Quand il est arrivé, donc il les retrouve aux urgences. Quand il est rentré dans la chambre, le père il était endormi et lui et Mohamed ils vont sortir voir les médecins qui vont venir leur annoncer les résultats et les résultats sont excellemment parfaits. Le père il est en pleine forme, il est en bonne santé, tout va bien et les médecins ils vont dire à Mohamed et son oncle il a sans doute eu une hiyar hasabi, genre en gros une grosse truc comme de tension ou il y a quelque chose qui lui a fait mal au cœur ou qui l'a énervé. Bref, il y a eu quelque chose comme ça, mais ils peuvent dire que ça, mais sinon tout le reste est correct. Donc Mohamed et son oncle ils retournent dans la chambre où le père était toujours endormi. Et l'oncle, il va s'approcher donc de son beau-frère et il va lui poser sa main sur la tête et il va commencer à lui réciter du Coran dans l'espoir de le raqer un peu, c'est-à-dire un peu de le soulager, de le guérir. Et voilà. Et il dit le père, il est toujours endormi. Et là, Mohamed et l'oncle, ils vont voir que sa respiration va devenir de plus en plus nerveuse. C'est-à-dire que endormi, il va commencer à être comme ça. Comme ça, il respire fort et tout. Et la machine qui truc le cœur, elle commence à accélérer, genre ça commence à faire titit, 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 un truc anormal. Et là le père, il va commencer, il nous dit Mohamed avec l'oncle, à trembler de toute son âme, à trembler, mais toujours endormi. Donc là pour l'oncle, plus de doute à avoir. Le père, il a quelque chose d'anormal. Et cette chose anormale, il va falloir qu'on s'en débarrasse au plus vite. Donc l'oncle, il dit à Mohamed, quand ton père, il pourra sortir de l'hôpital, tu l'emmènes directement chez moi. T'as compris? Mohamed, il dit ok, et son oncle, il part. Donc le père de Nora, il va rester 2 jours à l'hôpital, et au bout du 2e jour, les médecins vont juger bon, que c'est bon, il a rien, alhamdoulilah. On va vous donner un petit traitement et dans les jours à venir, il va reprendre sa forme. Donc, ils sortent de l'hôpital et Mohamed, il fait comme son oncle lui a demandé de faire, à savoir que quand il sort de l'hôpital, je le ramène chez moi. Donc, quand il va arriver devant la maison de l'oncle, le père, il est perdu. Genre en mode, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Et Mohamed, il avait prévenu son oncle qu'on arrive. Donc, l'oncle, il est sorti et il les attendait. Et il est parti genre côté passager pour ouvrir la portière à son beau-frère et l'accueillir chez lui de manière tout à fait normale. Sauf que là, le père, il va très mal le prendre. Et il va commencer à se disputer et à crier, à dire qu'il voulait retourner chez lui. Et il va commencer à parler mal à qui? À parler mal à l'oncle, mais d'une manière qui n'est pas du tout correcte et qui est vraiment offensante et qui est vraiment très grave. Dans les insultes que le père va entreprendre de sortir de sa bouche, de toute sa vie, il n'a jamais dit les gros mots qu'il a dit là, ce jour-là, à son beau-frère. Ils sont tous choqués. Donc le beau-frère était tellement choqué qu'il va dire à Mohamed, tu sais quoi? Il referme la porte passager, il dit à Mohamed, ramène-le chez lui et fais comme il a envie de faire. Donc Mohamed, il a rien compris et son oncle lui a dit, je gère. Donc ils redémarrent et ils vont à la maison. De là, l'oncle, il rentre pas chez lui. Il prend sa voiture et il va voir un ami à lui. Il avait un ami à lui qui était un da'i, qui était aussi quelqu'un qui faisait des prêches, et aussi un raqi, qui était un guérisseur. Et c'était un de ses meilleurs amis. Il va lui dire, voilà, écoute, j'ai mon beau-frère Nassibi, il a ça. Là, wallah, genre en gros, c'est pas possible. Donc là, il va lui demander, l'oncle, de venir absolument pour régler la situation, quoi. Donc le raqi, l'ami de l'oncle de Mohamed, Noura et Hassan, il va dire ok et il va le prendre tout de suite avec lui dans la voiture
et ils vont aller dans la maison du grand-père. Sauf que quand ils sont arrivés devant, ils ont trouvé Mohamed qui était en train de se battre avec son père. Pourquoi? Parce que le père, il voulait rester tout seul dans la maison. Mais Mohamed, il voulait rentrer, il voulait pas laisser son père. Et il dit, il avait une force, genre en gros le portail, il est à l'intérieur, son père, il pousse et Mohamed, il empêche que ça se ferme, sinon il est en galère. Donc là, il dit l'oncle, on dirait pas c'était le mec qui était annoncé aux urgences il n'y a même pas 48 heures de ça. Donc là, ils vont sortir de la voiture, l'oncle et le raqi, le guérisseur, ils vont prêter main forte à Mohamed et ils vont genre ils vont battre le père, ils vont le pousser et ils vont directement le maintenir. Et de là, ils sont rentrés de la maison, mais le père, il était toujours en train de se débattre, il avait une force, il dit Mohamed, vraiment très grave. Et là, il a dit, commencer à respirer, avoir une respiration bizarre. Et le père, il va commencer à faire la voix comme Ta'abin. Ta'abin, c'est serpent. Vous savez, la respiration un peu... Bref, un truc flippant comme ça. Et là, d'un coup d'un seul, Mohamed, il a dit, il n'était pas prêt. La voix de son père, elle va changer. Et le père, il va avoir la voix apeurante qui va dire directement, ni à lui, Mohamed, ni à l'oncle, mais au raqi, au guérisseur, la taqra. Et la qaret adbah. Ne lis pas. Si tu lis, je le tue. En parlant du père. Donc à partir de ce moment-là, pour le raqi, le guérisseur, plus de doute à avoir. L'homme est possédé. Et c'est un cas de possession très grave. Il va demander, le raqi, à Mohamed et son oncle, de maintenir absolument, de ne pas lâcher le père, qu'il arrive. Il va dans la cuisine, il ouvre les placards, le raqi, il trouve comme un seau, un tupperware, il met de l'eau, qui va réciter dessus du Coran pour laver le visage du père de Mohamed. Là, ce qui se passe, c'est que quand le raqi commence à passer la main avec l'eau sur le visage du père, Mohamed, il dit que son père, il hurle à chaque fois que l'eau ça touche son visage, alors que c'est une eau qui n'est même pas tiède ni chaude, c'est de l'eau normale, froide. Et là, ils comprennent vraiment qu'il y a quelque chose de grave. Et le père, à chaque fois que l'eau touche son visage, il hurle de douleur, il crie, il pleure, il insulte, il dit des choses graves. Et donc là, la chose qui est dans le corps du père va encore reparler en disant « Arrête de lire, ne lis pas » parce que à chaque fois, l'imam, le raqi, il était en train de réciter le Coran. Et donc, la chose, elle dit au raqi, arrête de lire, j'ai dit, arrête, ça me brûle, ça me fait mal, arrête, ou je vais devoir lui faire du mal, arrête, moi c'est pas de ma faute si je suis là. On m'a envoyé par force rester dans cette maison et aussi rester dans son corps. Donc Mohamed, quand il entend ça avec l'oncle, ils sont choqués. Donc la voix qui parle à travers le corps du père de Nora, c'est la voix d'une vieille femme apeurante, effrayante. Donc là, le raqi, il va lui demander, mais qui t'a envoyé? Qui t'a dit de leur faire du mal? Qui? Donc là, elle dit, d'abord, avant qu'il lui dise c'est qui, il lui dit tu es qui? Donc elle dit je suis un tel, fille de un tel. Et si je suis là, je t'ai dit, c'est parce qu'on m'a obligé. Donc il va lui dire qui? Et dans un premier temps, elle veut toujours pas répondre. Elle dit si on m'a dit de venir ici, c'est pour faire des problèmes. Écoutez bien. Entre le père et le grand-père. Leur frère qui se déteste, qui se haïssent, qui supporte plus son père, qui le déteste énormément et que je dois rester ici jusqu'à en laisser aucun d'eux et leur faire du mal jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc là, l'imam, il va se lever, il va se mettre à réciter dans tous les coins de la maison. Par moments, Mohamed il dit son père, il criait de douleur. Et à d'autres, il rigolait, un rire hystérique, effrayant. Il a dit si c'était pas son père, il se serait sauvé. Mais l'imam, il leur a dit, il faut rester courageux, il faut vraiment le tenir, quoi. Et ça va aller. Donc là, à un moment donné, l'imam, il va commencer à s'approcher de la cuisine. Et dès que il va s'approcher de là-bas et commencer à réciter,
le père, il va rentrer dans une colère noire, enfin la chose, dans une colère noire, horrible, a commencé à insulter, à crier, à donner l'ordre, ne t'approche pas de là-bas, ne rentre surtout pas là-bas, ne récite pas là-bas, sors, sors ou je le tue, sors. Mais l'imam, au vu de la réaction, il sent et sait que il y a quelque chose là-bas. Donc là, l'imam, il va tenir vite fait avec l'oncle, le père, puisqu'il va demander à Mohammed d'aller chercher comme une corde pour attacher le père, tu vois. Et ils vont traîner avec eux jusqu'à la cuisine. Et ils criaient en leur disant de sortir. Puisque maintenant l'imam, il était sûr que la sorcellerie, elle est dans la cuisine. Donc l'oncle et Mohammed et l'oraqi, le guérisseur, ils vont retourner la cuisine. Tout retourner, chaque recoin. Et plus ils retournent, plus la chose qui est dans le père, elle crie et elle pleure, elle dit sortez, sortez, sortez. Mais malgré les efforts de Mohammed, du raqi et de l'oncle, ils ne vont rien trouver alors qu'ils ont retourné la cuisine dans ses moindres recoins. Donc la chose qui était dans le corps du père, elle avait commencé à rigoler et genre à les narguer. Vous trouverez jamais, vous trouverez jamais. Et là, il y a un endroit que l'imam, il va, comme son cœur, il va lui dire, va voir là-bas. C'était un petit coin dans ce qui est, comme, pas la réserve, le garde-manger. Il y avait des chakkas, c'est-à-dire il y avait des petites fissures dans le mur. Donc là, l'imam, il va s'approcher. Et quand il va prendre cette direction-là, la chose, quand elle va voir que l'imam, il va vers là-bas, elle va commencer à être hystérique. Et là-bas, ils ont trouvé dans la fissure quelque chose qu'ils ont tiré, mais aussi quand il avait marché, l'imam, il avait vu qu'il y avait une des planches au sol qui n'était pas comme les autres, elle était bizarre. Donc, il va la soulever et va demander un truc pour tac, et quand ils vont soulever avec l'aide de l'oncle, ils vont trouver à l'intérieur un gros truc comme ça, pochon, et c'était le pochon de la sorcellerie. Mais il faut que vous compreniez, hein, c'était pas genre quand il a soulevé directement là, il a un peu creusé parce qu'il y a un peu de terre et tout. Et c'est là qu'ils ont trouvé le pochon et qui s'est présenté à eux. Et quand ils l'ont ouvert, tac, ils ont trouvé à l'intérieur énormément de sorcellerie, de magie noire, très grave et très puissante. Donc là, la chose dans le corps du père, elle s'était mise à hurler, à pleurer. Il y avait dans le pochon des photos, des cheveux, des paroles incompréhensibles, des signes, vous savez, de sorcellerie. Bref, des choses très très graves. Une odeur dans ce poisson horrible. Donc là, le père de Mohammed s'était mis à crier au raqi, lâche ce sac, remets-le à sa place, remets-le à sa place. Donc là, l'imam, il n'a même pas calculé. Il est parti, il a repris un autre tupperware d'eau et il a commencé à réciter et à ouvrir les choses et à mettre dans l'eau coranisée et à ouvrir doucement, doucement comme ça la sorcellerie. Et c'est à cet instant-là que Nora se rappelle les paroles de son grand-père quand il disait « Il n'y a rien de plus haut et de plus fort que Dieu ». Et là, elle nous dit la preuve, c'était ça, le fait que l'imam, avec l'eau coranisée et tout ça, il va réussir, Inch'Allah, à délivrer son père et à truquer les nombreuses sorcelleries qu'ils avaient. Donc, on retourne dans l'histoire. Donc là, le raqi est arrivé à la dernière sorcellerie à ouvrir et la chose, elle va parler. C'est pas de ma faute, on m'a obligé à être là et surtout à être dans son corps et à mettre la discorde entre lui et son père. Et c'est à cause de moi, écoutez, révélation, que la grand-mère est morte. C'est moi qui l'ai rendue malade avec la sorcellerie. Et là, le raqi, il va demander, mais qui a fait cette sorcellerie? Qui leur voulait à ce point? Qui leur voulait du mal? Et la chose va dire, El Khala, la tante un tel, fille d'un tel. Donc quand l'oncle et Mohammed, ils entendent que c'est la sœur de la grand-mère qui a fait tout ça à cause du fait que le père ne s'est pas marié avec une de ses filles, ils ont pété leur tête. Donc là, le raqi s'est mis à réciter et la chose s'était mise à rigoler, à dire je ne sortirai pas. Et le raqi il a dit on verra bien. Et il a récité jusqu'à que le père il s'était évanoui. Une fois que le père il s'était évanoui, il a demandé
le raqi à Mohammed de laver le visage de son père pour le réveiller. Il avait du mal à revenir à lui. Mais quand malheureusement le père va revenir à lui, c'est comme si en fait il avait été touché par un AVC quoi. Il a eu sa bouche tordue et du mal à parler. Mais les choses qui étaient dans la maison et la sorcellerie ont été détruites après, alhamdoulilah, toutes ces années. Et on va dire partiellement, c'est comme si qu'ils avaient retrouvé une vie normale. Donc tout le monde a été choqué de par les révélations. Malheureusement, la tante, la sorcière, elle était morte. Donc ils ne pouvaient rien faire. Pas porter plainte, ni aller la confronter, ni rien. Tout le monde était choqué. Le père, quand il s'est rendu compte de toute l'histoire, de combien de temps elle datait, de pourquoi elle lui avait fait par simple jalousie qu'il n'a pas voulu une de ses filles, il était triste. Et il se rappelait du comportement qu'il avait eu avec son père. Il pleurait, mais l'oncle, le frère, donc son beau-frère, lui a dit que c'était pas de sa faute, il était meshour, ensorcelé, mais que son père, il a toujours su au fond de lui, bien que c'était pas normal. Le grand-père, je veux dire, genre ce qui avait décimé la famille. Et que le grand-père, quand il disait qu'il voyait une démone dans sa maison, qu'il entendait des choses, et tout ça, c'était pas des mensonges, c'était la vérité. Mais la sorcellerie, c'était fait pour séparer le père du fils, le fils du père, et tuer la mère. Donc elle a eu, on va dire, elle a failli avoir un strike, parce que le père a failli en mourir, mais elle a été derrière la mort du grand-père et derrière la mort de la grand-mère, puisque le grand-père, il est mort dans des conditions très sombres. Est-ce que c'est la démone qui a mis fin à ses jours, puisqu'il commençait à alerter et à dire que, je sais pas. Donc le père, elle nous dit Nora, il est toujours en rééducation. Ils ont repris une vie normale. Ils se sont débarrassés de la maison en informant le passif de celle-ci, bien sûr, mais quelqu'un il a voulu la racheter. Donc bon, elle dit, vu qu'ils ne sont pas venus se plaindre et tout ça, la maison, elle était redevenue normale, mais eux, ils restaient à l'intérieur, leur aurait créé trop de mauvais souvenirs, quoi. Donc le père, il continue à faire des séances de rééducation. Malheureusement, pour l'instant, il ne travaille pas. Son métier lui manque, mais c'est surtout, il a trop mal au cœur du comportement qu'il avait avec son père. Il regrette chaque instant. Il dit, comment ça, j'ai pas pleuré la mort de mon père? Mais tout le monde lui dit, c'est parce que vous étiez ensorcelé, ce n'était pas de votre faute, ni de votre bon vouloir, tu vois. Donc, tout ça, nous dit Nora, a été le résultat de el-ghira, de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté gratuite. Ça a détruit ses grands-parents. Ça a failli détruire son père. Il en souffre encore aujourd'hui. Ça a failli les détruire eux à leur tour. Elle dit maintenant, seul Dieu sait ce que la tante elle est en train de subir dans sa tombe. Vu que ils avaient entendu qu'elle était tombée malade. Si elle aurait voulu se repentir, elle serait venue, elle aurait assumé, elle aurait dit voilà j'ai fait ça, pour essayer peut-être d'avoir une chance. Mais non, elle est restée mauvaise jusqu'à la fin. Donc, peut-être que là-bas, elle a ce qu'elle mérite, la punition qu'elle mérite d'avoir. Et ça va être très chaud pour elle, en tout cas le jour du jugement dernier. Quant à Nora, je vous ai dit qu'ils ont repris une vie normale, ils ont commencé à zéro. De jour en jour, le père essaye de se rétablir. De jour en jour, il essaye de se pardonner. Malgré qu'on sait que Miskin, c'était pas de sa faute. Il demande tous les jours à son fils aîné Mohamed de le ramener se recueillir sur la tombe de ses parents. Il pleure. Mais voilà, Inch'Allah, que le père soit apaisé parce que c'était pas du tout de sa faute. Donc, je voulais absolument vous faire cette story time sorcellerie qui, vous l'avez compris aussi, a mélangé de l'horreur. Et regardez sur combien d'années cette sorcellerie, elle a décimé cette famille. En tous les cas, on leur souhaite le meilleur pour l'avenir, Inch'Allah. C'est une histoire qui est avec beaucoup d'exemples, des leçons à en tirer. Et de vraiment la confiance, on peut vraiment pas l'avoir jusqu'à nos propres champs, parce que souvent les histoires de sorcellerie que je vous raconte, c'est pas une personne comme ça, étrangère,
qui sera derrière ton malheur, mais ce sera toujours quelqu'un que tu connais, que tu côtoies, que tu apprécies, que tu aimes même, qui sera derrière ton malheur. Et toi, tu vas jamais penser que cette personne puisse te faire du mal jusqu'à cette daraja, jusqu'à ce degré-là. Rendez-vous compte, la tante, elle a juré qu'elle allait mettre sa sœur dans la tombe, elle l'a mis dans la tombe. Elle a juré d'éloigner le grand-père de son fils parce qu'elle savait qu'il pouvait mourir d'amour pour son enfant. Elle les a séparés. Et elle voulait continuer avec le reste de la famille, mais Rabbi, il a dit kafa, il a mis un stop. Donc voilà mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de Nora et du suhour, de la sorcellerie qui est resté des années à les détruire dans sa famille. J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, j'ai acheté ce gloss Kiko, la collection Bridgerton, qui a hâte, comme moi aussi, de regarder Bridgerton. Attendez. C'est moi. Je veux finir avec vous la vidéo avec, pas les lèvres déchéchées, mais vous voyez, hein, le travail. Tellement je parle, ça déchèche mes lèvres. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir Fimakani dans mon petit emplacement là, sur ma place. Je suis trop contente. Donc voilà. Ah, c'est une histoire qui fait trop mal au cœur. Regardez où la jalousie, la haine, l'envie peut mener des personnes. Tu vois, tu tues ta propre sœur, tu assistes à ses funérailles. Tu sais que si elle est sur cette tombe, sous terre, c'est parce que c'est toi qui l'y as envoyé. Comment tu peux continuer à vivre de manière normale? Et tu continues avec les générations, quoi. Non, c'est pas possible. Il y en a vraiment, ils ont des cœurs. Je pense que la pierre, elle est plus douce que les cœurs qu'ils ont, quoi. Eux, leur cœur, il est... Je sais même pas c'est quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Et aussi, merci d'avoir apprécié la partie numéro 2 de la petite fille du puits. Merci infiniment si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous me regardez. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Et on arrive bientôt, Inch'Allah, aux 80 000 abonnés. Il reste plus grand chose. Je me dis, genre aux 100 000, peut-être l'année prochaine, je sais pas. En tout cas, c'est le jour où j'arrive aux 100 000, on va faire une fête. Vous et moi, là, on va faire une fiesta, Inch'Allah. Donc voilà, en tout cas, sur TikTok, j'ai atteint les 300 000 abonnés. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Sur Instagram, les 20 000. Sur Snap, je crois, on est un peu plus de 13 000. Donc ça va. Hey, on a une grande famille, hein. On est une grande famille. N'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, s'il vous plaît, de me mettre mon petit like dès à présent et de vous abonner et de partager cette histoire qui est juste pleine de leçons et de pleine d'attention avec vos proches et vos amis. Voilà. Quoi qu'il, Inch'Allah, on se retrouve au plus vite. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo parce que je vais partir quelques jours. Donc voilà, vous allez, si vous voulez savoir où je serai, suivez mes stories sur Instagram ou bien sur Snap. Mais il y en aura plus sur Insta. Donc voilà, vous verrez où je vais aller quelques jours. Je suis déjà partie là-bas, mais ça fait un moment que je suis pas partie. Je suis contente de repartir là-bas. Donc voilà, Inch'Allah, que tout va bien se passer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que dans les commentaires que vous me laissez, à chaque fois à côté, quand vous voyez que j'ai mis un petit cœur, sachez que j'ai lu votre commentaire. Donc voilà, parce que maintenant, alhamdoulilah et tabarakallah, masha'Allah, il y en a tellement que j'arrive plus à vous répondre de manière individuelle parce que c'est trop entre tous les réseaux que j'ai à gérer. Répondre à chacun, ça devient de plus en plus compliqué. Mais sachez que quand vous voyez le petit cœur, c'est que j'ai lu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et je vous remercie de prendre le temps de commenter et de me laisser un petit mot. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et continuez s'il vous plaît à me faire des invocations. Elles marchent, hein, vos invocations, pour que ma santé elle soit encore mieux, de mieux en mieux, Inch'Allah. Et puis voilà, et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles histoires plus folles que jamais. Portez-vous bien. Et voilà, bisous!